Donc pour ce débat, on a sollicité l'expertise de deux intervenants. Donc, on remercie Madame Barbara Morovic, enseignante-chercheur à l'ENSA de Strasbourg, docteur en anthropologie sociale et chercheur en architecture, morphogénèse urbaine et projet au laboratoire architecture anthropologie. Et on remercie également M. Frédéric Léonard, urbaniste, ancien chef de projet politique de la ville, chargé de mission territoriale au sein de la direction opérationnelle de l'ANRU, Agence nationale pour la rénovation urbaine. Donc la problématique de la rénovation urbaine et ses enjeux sociaux nous intéresse dans son objectif de cohésion urbaine et dans son ambition d'amélioration des quartiers. Avant de plonger dans le vif du sujet, on va commencer par faire un bref rappel de ce qu'est la rénovation urbaine. Donc la loi Lamy, qui est actée en février 2014, vise une programmation renouvelée et réformée des actions issues de la politique de la ville sur les quartiers urbains en difficulté, autrement nommés par la loi quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc cette loi, elle souligne la dimension prioritaire de ce territoire dans le champ de l'action publique. Et cet acte de programmation pour la ville et de cohésion urbaine, elle place parmi ses actions à entreprendre celle du NPNRU, qui est donc le nouveau programme national de renouvellement urbain, de 2014 à 2020. Ce programme il fait en partie suite à une première intervention urbaine sur les quartiers populaires qui s'est déroulée dans le cadre du PNRU, qui est le programme national de rénovation urbaine de 2003 à 2015, instauré par la loi Borloo de 2003. Donc ces deux programmes, en fait, ils semblent traiter de manière plus ou moins différente la question des zones dites en difficulté et des quartiers populaires. Cependant, on voit que les procédés impulsés par l'État, ils ont tous les deux pour ambition l'amélioration à la fois urbaine et sociale du cadre de vie de ces quartiers. Comment est-ce qu'on va pouvoir distinguer la rénovation urbaine et le renouvellement urbain? Alors, la rénovation urbaine, elle s'est déroulée dans le cadre du PNRU, donc Programme national pour la rénovation urbaine, donc sur la période de 2003 à 2015, et elle définit comme point d'intervention principal celui de l'habitat et de logement social. En effet, cette intervention, elle se caractérise par en partie un processus de démolition et de reconstruction de l'habitat dégradé en vue d'un relogement des populations résidentes au sein des nouvelles constructions. Et donc il s'agit en fait d'une action urbaine qui a pour vocation quasi exclusive d'intervenir sur l'habitat et sur le bâti. En revanche, le renouvellement urbain, quant à lui, donc, qui se caractérise et qui se manifeste à travers le NPNRU, donc Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, et qui s'est déroulé sur la période de 2014 à 2020, lui, au contraire, à l'inverse de la rénovation urbaine, il étend le champ d'action, en fait, non pas sur le logement et sur l'habitat, mais il étend l'action, en fait, sur l'ensemble du quartier. Et du coup, donc, il s'agit d'une action plus globale, qui agit plus exclusivement sur l'habitat, et il s'agit par là de multiplier et de diversifier les moyens d'action et d'intervention sur le quartier, et ce, en prenant en compte la consultation et la participation des habitants du quartier dans le cadre des actions menées. Donc, dès lors qu'il s'agisse de rénovation urbaine ou de renouvellement urbain, l'un des objectifs fondamentaux, outre la volonté de résorber l'habitat insalubre, elle réside dans une volonté d'intégrer une mixité sociale forte au sein de ces quartiers concernés par ces programmes. Donc la définition de cet objectif de mixité sociale, elle a par ailleurs fait l'objet de plusieurs critiques, soulignant une certaine incapacité du PNRU à définir et à accomplir un tel objectif. Donc aujourd'hui, le NPNRU, il prend le relais en fixant de nouvelles règles et de nouveaux moyens d'intervention qui visent, entre autres, l'accomplissement de cet objectif qu'est la mixité sociale. Donc cet objectif de mixité sociale, il constitue pour nous un premier axe de questionnement sur la dimension sociale de ces interventions urbaines, et le fait qu'il s'agisse d'un objectif revendiqué par ces programmes, ça souligne qu'il existe une réelle volonté, à travers ces interventions, d'agir non seulement sur l'aspect physique de ces quartiers, mais également sur l'aspect social. Donc il existe bel et bien une tentative d'intervenir sur la composition sociale des quartiers concernés. Donc pour pouvoir structurer ce débat, on est parti d'une problématique qui est en quoi la rénovation urbaine et ses outils participent-ils à la recomposition sociale des quartiers populaires, qu'on va traiter en trois parties. Premièrement, on va aborder les objectifs de la rénovation urbaine, entre politique de la ville et la mixité sociale. Dans un second temps, on va plus se concentrer sur les objectifs d'intervention en parlant des outils et des impacts des opérations de rénovation urbaine sur le tissu urbain des quartiers populaires. Et enfin, on terminera par aborder les impacts sociaux de la rénovation urbaine pour les habitants des quartiers populaires. Donc, afin de construire une réflexion et d'orienter le débat, on s'est appuyé sur quelques sources qui ne sont pas toutes présentes. Donc, en premier lieu, donc, un article de Madame Barbara Morovic qui est présente avec nous aujourd'hui, Entre stigmates et mémoire, dynamique paradoxale de la rénovation urbaine, qui a été publié au sein de la revue numérique Articulo en 2014.
On a également travaillé avec la thèse de Mathieu Giroux, Résistant habitant, renouvellement urbain et continuité populaire en centre ancien, l'article de Sylvana Galli, donc banlieue française, et donc qui est un peu une forme de chronologie en fait des temps forts de la rénovation urbaine de 2003 à 2024, et un article de Christine Le Lévrier, La mixité dans la rénovation urbaine, dispersion et reconcentration. Donc on va rapidement vous faire visionner un début de vidéo pour introduire le débat. Donc c'est une vidéo sur... C'est une vidéo qui a été faite à l'occasion des 10 ans de la rénovation urbaine, par l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. L'histoire que nous allons vous raconter, c'est celle d'une grande ambition qui a su mobiliser des milliers de personnes partout à travers la France. Habitants, maires, partenaires sociaux, organismes HLM, caisses des dépôts, tous, avec l'État, ont rassemblé leurs énergies pour redonner vie à 500 quartiers, reconstruire, réhabiliter, désenclaver pour dynamiser ces quartiers et stimuler autant que possible la création d'emplois. Depuis 10 ans, c'est le rôle de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Cette histoire a commencé il y a 10 ans. Tout est parti d'un constat. Aujourd'hui, je vais acheter un truc chez nous. On en plaindra en gros. Le chômage, tout le truc social. Dans de nombreux quartiers de France métropolitaine et d'outre-mer, les conditions de vie étaient devenues indécentes. Tout avait commencé dans les années 60. Il fallait alors loger les rapatriés d'Algérie. On bâtit donc ici, en pleine campagne, une ville nouvelle, avec une vision architecturale qui vieillit mal. Il manque rien à faire. C'est comme une prison. Vous savez, une prison, une cellule. Je veux dire, quand même, c'est jamais fermé. Comment ils vont faire un pavillon pour chaque personne, un duplex pour chaque personne? Rien du tout. À tous ces mots, il a fallu apporter enfin une réponse. Le projet de loi de Jean-Louis sur la rénovation urbaine a été examiné ce matin au Conseil des ministres. On rénover la vie dans les quartiers pauvres. Qui a convaincu les acteurs de la pertinence du projet. Le ministre de la Ville, Jean-Louis Borloo, a lancé officiellement l'Agence nationale de rénovation urbaine. Du jour au lendemain, on dit oui, les bâtiments ils vont être détruits, il faut évacuer les bâtiments, il faut partir de l'autre côté. Deux gigantesques barres d'immeubles rasés sous les applaudissements de la population. 4 millions de personnes sur l'ensemble du territoire allaient être concernées par la rénovation urbaine. 250 000 logements à construire, 400 000 à réhabiliter, avec 45 milliards d'euros d'investissement. Un chantier d'ampleur nationale. Il n'aurait pas pu se faire sans la coordination de toutes les énergies et sans la confiance entre tous les acteurs, et notamment celle des maires. Ça veut dire qu'il faut que vous portiez tellement les projets, que vous les aimiez tellement, qu'ils soient tellement pertinents, discutés en amont, que tout le monde vient vous aider. Construction, réhabilitation, petit à petit, les premières maisons, les nouveaux appartements ont vu le jour. Il faut nous accélérer plus de projets et les mettre en place plus vite, grâce à la mise en œuvre. Si on peut le faire plus vite, les gens qui prennent confiance. On va pas pouvoir passer toute la vidéo parce qu'elle dure 10 minutes et beaucoup dans le débat, mais c'est juste pour que vous puissiez visualiser en fait comment se passe la rénovation urbaine. Du coup, on va commencer avec notre première partie donc, sur les objectifs de la rénovation urbaine entre politique de la ville et mixité sociale. Et tout d'abord, on va faire une brève définition de ce qu'est la politique de la ville et la mixité sociale. Donc la politique de la ville, tout d'abord, c'est une politique publique partenariale entre l'État et les collectivités locales, territoriales. Elle se décline à l'échelle locale donc des collectivités. Elle vise les quartiers populaires en difficulté, autrement nommés donc, depuis 2014 et la loi Lamy, quartier prioritaire de la politique de la ville. Et elle met en place des actions diverses qui sont menées soit par l'aménagement ou par le développement local des quartiers prioritaires. Et les actions découlent des objectifs qui sont identifiés par le contrat de ville. Donc la mixité sociale, c'est un terme qui est assez complexe. En fait, il y a vraiment de définition précise de la mixité sociale, mais ça renvoie à l'introduction en fait d'une mixité sociale. Donc à mixer en fait des populations qui sont issues de catégories socio-professionnelles ou qui ont des statuts économiques différents au sein d'un quartier. Et
Et donc, comme première question, on souhaitait vous demander, est-ce qu'on peut parler de rénovation urbaine avant le PNRU de 2003? Est-ce qu'il existait des opérations de type rénovation urbaine? Alors, disons que des types de rénovations urbaines avec des démolitions très importantes, bien sûr, ils ont existé puisqu'on a toujours, si vous voulez, déplacé les classes sociales à travers des opérations des changements urbains. Et donc, je pense aux opérations liées à la nationalisation à Paris, à la Grande Percée à Strasbourg. Rénover les quartiers anciens à travers notamment en partie la démolition de certains taudis liés à l'époque et donc avec le déplacement des populations, des classes populaires du centre-ville à la périphérie des villes. Et je pense, bon, à Strasbourg, il s'agit notamment de la Grande Percée en plein centre-ville et notamment avec le déplacement de populations ouvrières, par exemple dans la cité du Stockfeld qui a été construite au début du XIXe siècle. Voilà, par exemple. Et donc, en effet, il est vrai que Annie Fourcault, l'historienne des grands ensembles très très connue, Annie Fourcault, elle parle effectivement du fait que les grands ensembles ont pris la place des taudis dans l'imaginaire français. C'est-à-dire que comme on démolissait les taudis justement au XIXe siècle, au XXe siècle surtout, on va démolir les grands ensembles qui deviennent, qui incarnent à la fois le malaise social et urbain, etc. Voilà. Je resterai là. Alors, souscrivant complètement à ce qu'a dit Barbara Armandovitch. Oui, la règle. Alors, vous avez parlé de renouvellement urbain. Et donc, entre renouvellement urbain et rénovation urbaine, on est dans la sémantique, mais je pense que la sémantique est derrière la question de l'histoire, et je trouve que c'est très juste ce que Barbara a fait en parlant d'abord d'Haussmann, de ce moment-là, et le fait qu'en fait, même dans l'invention de l'urbanisme, alors j'en parle devant un expert ici même qui a fait un livre sur la question, sur les îlots insalubres, l'invention de l'urbanisme se fait d'abord par la rénovation urbaine, par la première loi de 1850 sur les îlots insalubres. La première conception publique de l'intervention sur la ville, elle est liée sur la question des îlots insalubres et de la résorption de l'habitat insalubre. Je ne vais pas faire toute l'histoire de cette affaire-là, je donne un cours sur ces questions-là, sur la question de l'histoire de l'habitat et de l'histoire de l'urbanisme. Je vais vous donner un autre exemple, parce qu'il faut qu'on décale un peu le regard, y compris par rapport à votre résumé formidable sur PNRU, LPNRU et sur le renouvellement urbain, mais vous êtes dans le discours institutionnel. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais entre PNRU et LPNRU, il y a des organes qui évoluent. Vous savez, les politiques publiques, c'est un éternel recommencement. Puis il y a des moments de bascule. Et pour vous donner un exemple de ce que le terme rénovation urbaine, pour vous donner un exemple, il a été utilisé, et moi c'est aussi le côté étonnant, j'avais Simon Borloo à l'époque d'utiliser ce mot-là à la place du renouvellement urbain. Vous êtes ici à 500 mètres de la plus grande opération de rénovation urbaine des années 58. C'est-à-dire qu'en 58, pour faire un cours, donc tout le secteur italien, ce qu'on appelle le secteur italien, les tours, les bars, et notamment les Olympiades, toutes les dalles, ça c'est la plus grande opération de rénovation urbaine décidée par De Gaulle en 58. Vous expliquer pourquoi je vous ramène à ça, mais qui n'est pas du tout, et qui est plutôt dans le schéma dont Barbara Armandovitch parlait. Ce qu'on n'a pas vu dans la circulaire de Gaulle de l'époque, c'est qu'il interdisait la construction de logements sociaux hors de la zone. C'est-à-dire qu'en fait, on a interdit les bailleurs sociaux et l'ensemble des opérateurs dans toutes les villes de France, parce que comme ça s'est fait, de construire, et c'est écrit dedans, c'est-à-dire tout permis de construire de plus de 100 logements. Alors c'est indifférencié, privé ou social, mais en fait c'était avec vocation à interdire aux bailleurs sociaux de construire ailleurs dans les villes. En fait, on a fait un choix à l'époque de dire on va reconquérir, je mets les guillemets, les villes-centres en dispersant les classes populaires et en mettant du logement privé, qui par ailleurs faisait marcher aussi un peu des machines, notamment politiques diverses et variées. Il y avait, avec l'aménagement et ça, vous avez aussi un peu de business, je dirais, pour financer le fonctionnement de choses. Et en même temps, on a décidé, d'en haut, par l'État, par le ministère du Logement, qui était très puissant, de dire, dans ces zones-là, on va construire, la nature, 100% de logements sociaux. Avec une chose importante, je le dis parce que
ça renvoie à la discussion qu'on a aujourd'hui sur PNRE 1, PNRE 2, avec un sujet majeur, c'est que quand on construit ces quartiers-là, on construit tous les équipements de proximité qui vont avec un essentiel qui est l'école. Je ne vais pas vous faire l'histoire, mais ce qui s'est passé, c'est qu'avant 1958, c'est l'histoire de la Béquia, tout ça, la machine à construire du logement social, qui n'existait quasiment pas en France avant les années 40, pour faire court, il y avait eu les cités Jardin, les HBM, et c'était très marginal, avait commencé à se lancer avec ce qu'on a appelé les logements millions, les locofages, je ne passe les détails, et elle s'était installée en fait par opportunité dans l'ensemble de la ville. Et ça avait commencé. Et en 1958, De Gaulle décide de ce programme-là. Je pense qu'il y a plein de dimensions à ça. Il y a une dimension de où on va mettre les nouvelles populations, en comprenant bien d'un point de vue démographique que quand vous êtes à ce moment-là, vous n'êtes pas du tout dans l'histoire d'aujourd'hui, vous êtes à la fois sur la fin de la période de la reconstruction, vous êtes dans un baby-boom incroyable, et surtout vous êtes dans le basculement. La France est le dernier pays, des grands pays, à basculer dans l'urbain. Vous êtes le moment où on est, pour représenter les choses, on est la Chine de l'époque, c'est-à-dire qu'on est même on est à 6 ou 7% de croissance, et surtout il y a un transfert, d'abord des ruraux sur les villes, et puis après de la décolonisation, plus les remontées rapatriées et un centre de population. Donc il y a une exigence majeure de construction, et à ce moment-là qu'on a fait à la fois les grands ensembles, les autoroutes, l'État a organisé le développement des villes dans des visions démographiques énormes. Les UP, la rénovation urbaine, puis après les villes nouvelles, on en parlera peut-être. Et les grands ensembles, les UP, en fait, ce programme c'était au départ 200 quartiers, ça a été finalement 500, 600 quartiers. Ça a été ce choix de faire des quartiers populaires par nature, parce que c'était du logement social, donc les gens qui pouvaient aller dedans, c'était des gens qui pouvaient être soumis à des critères sociaux et d'attribution qui disaient que, au début c'était un peu mixte, parce qu'il y avait besoin de loger tout le monde, mais au fur et à mesure ils se sont spécialisés dans la population, je dirais, plus pauvre, sachant que les classes moyennes, alors après, dans des pavillons, dans des logements privés. Donc on a eu un choix de concentrer le logement social dans un de zones dans chaque agglomération de France. C'est vrai, dans les 200 plus grandes agglomérations, c'est comme ça que ça s'est passé. Et même dans des petites villes. Sous la format, ça se répète par Barbara Morovic, sur la question de la forme urbaine. La programmation était simple, c'était là où on le met, et on ne le met que là. Qu'est-ce qui se passe en 2003? C'est que, alors, sachant que ce modèle-là, on ne va pas le faire l'histoire de la politique de la ville, mais il entre en crise dès les années 70. Parce qu'on a construit pas cher, on a beaucoup concentré, donc se lance la politique de la ville pour ce qu'on appelle réparer les grands ensembles. On a réparé les grands ensembles de 74, donc ça c'est l'émergence de la politique de la ville. Je passe les cycles DSQ, développement social des quartiers, après GPU, GPV, donc toute une série d'outils. Dans un schéma, on va les réparer, mais on les garde. Parce que, pour plein de raisons, d'abord qu'on a besoin, c'est de logements sociaux, et puis deuxièmement aussi parce que l'État a mis de l'argent. Il n'est pas question que quand on met de l'argent, l'État met de l'argent, 20 ans plus tard, on démolit. Donc il y a eu un tabou de la démolition jusqu'aux années 2000, sauf que ce modèle-là des grands ensembles était en crise. Donc on a démoli, alors pour tout vous dire, si on parle de la rénovation urbaine version on démolit du logement social, le seul premier moment où on a assumé ça politiquement, c'est grosso modo Borloo en 2003 qui dit « Moi je fais la rénovation urbaine, donc il faut qu'il y ait une part de démolition ». On reviendra sur le mix si vous voulez. Mais sauf qu'avant, sans autorisation, les acteurs locaux le faisaient déjà depuis longtemps. Vous prenez Jean-Jacques Goldman, Envole-moi en 84, il y a les banlieues qui brûlent, et vous avez une démolition qui c'est pas autorisé par l'État central, sauf que on démolit déjà. Alors là, à l'époque, c'était beaucoup les grandes barres qu'on démolit en dynamitant, c'était la grande époque de ça. Parce qu'on avait déjà du logement social qui était obsolète. Alors, il y avait ceux des grands ensembles, il y en avait celui d'avant. Pour vous donner un exemple, on a fait du logement d'urgence au moment de l'abbé Pierre avant les grands ensembles, et on démolissait déjà 5 à 10 000 logements par an. Parce qu'on avait construit tellement vite et tellement, je dirais, à faible moyen, qu'il y a des logements qui étaient conçus dès l'époque pour durer 10 ans. Ils ont duré 40. Moi, j'ai démoli ce qu'on appelle du logement million, lancé en 54. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, quand on pense la rénovation urbaine de 2003, il faut bien comprendre que la grande différence avec les autres périodes de la rénovation urbaine de Haussmann ou de la rénovation urbaine de 58, c'est qu'on s'attaque, entre guillemets, à des programmes publics, où en fait on est dans du 100%, je dirais, HLM. Où en fait la puissance publique, c'est un des problèmes d'ailleurs, maîtrise totalement l'opération. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez même, pour vous dire, par rapport à la ville, vous étudiez la ville, des fois vous n'avez même pas de parcellaire, vous n'avez pas de rue. Et vous avez en fait, moi j'ai à Orly, j'ai un grand ensemble de 4200 logements. Le bailleur il décide de tout.
C'est-à-dire que la ville n'existe, la ville d'entretien, c'est une seule parcelle, il y a 4200 logements. Donc l'idée de 2003, c'est de dire on ne peut pas, par des mécanismes différents, laisser se concentrer les populations nécessiteuses qui, par construction, on les loge là, on ne peut pas mettre des gens riches dans des logements sociaux, c'est pas possible. Donc il faut, avec les histoires de quartier, introduire de la diversité et de l'équilibre et travailler à la mixité sociale. Et la mixité sociale 2003, par rapport, on dira peut-être un mot sur différentes PNRU et PNRU, mais en 2003, l'objectif, si on démolit, c'est la proportion, pour tout vous dire, on va démolir entre 10 et 15 000 logements par an, un peu plus, et un patrimoine différent, mais pas beaucoup plus qu'avant. L'idée, c'est que si on ne démolit pas, on est incapable d'introduire la diversité parce que c'est une monolithe et qu'on ne peut pas introduire de nouveaux logements. Donc on dit on démolit, on va démolir, je vous dis, de 10 ou 15 000 logements par an. Mais en même temps, on va réhabiliter sur le même patrimoine, sur le même quartier, contrairement à la rénovation urbaine de 58 qui était de démolir totalement et de reconstruire qu'un quartier neuf. Il y a très très peu d'opérations, c'est très rare, ça dépend du contexte, ça dépend de la situation, mais la plupart des opérations, vous êtes à 20% de démolition, 80% de réhabilitation. Justement, je me permets de rebondir là-dessus. Par rapport à la mise en œuvre des opérations de la rénovation urbaine, comment les différences s'esquissent d'opération en opération, comment est-ce que le contexte entre en jeu, les effets de quartier, est-ce que ça joue un rôle, et donc comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça? La question est juste. Le programme, ça peut-être que Barbara-Morovitch pourra parler des grands ensembles et de la nature différente. Les grands ensembles, c'est un programme, je dis c'est le programme des... Il y a un modèle qui est plutôt un modèle de programmation avec une vision de départ plutôt des barres, des tours, des grands auteurs, et tout ça est très composite. Là-dedans, il y a deux situations très différentes parce que ça obéit à des positionnements dans des villes différentes, que des fois c'est fait pour loger des gens qui sont dans des industries qu'on implante à côté, des fois c'est pour loger les rapatriés, il y a plein de situations. Les seuls points communs, grosso modo, c'est que d'abord on est dans quasi 100% de logements sociaux, on est quasiment dans de la pure administration publique, et on a construit grosso modo un programme d'équipement par la Caisse des dépôts sur les écoles qui vont avec. C'est-à-dire qu'en fait, la caractéristique de la ZUP, c'est que c'est un quartier qui est autarcique du reste de la ville. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça, on est en 2000, suivant que vous êtes en région parisienne, ou par exemple, vous êtes complètement rattrapé par le développement urbain, ou vous êtes à Hénin-Beaumont, où vous avez une situation de déprise démographique très forte, vous n'avez pas du tout les mêmes situations, à la fois en termes de marché du logement, de tension du marché du logement. Les contextes locaux reviennent fortement pour calibrer le projet et aussi la forme urbaine. C'est pour ça qu'on fait venir des urbanistes qui viennent essayer de transformer le grand ensemble. C'est compliqué. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mécanismes de programmation et économique, de qui finance, comment on finance une opération, comment on l'équilibre, etc., elles sont assez homogènes dans toute la France. Le projet, lui, va être extrêmement variable. Moi, j'ai démoli des endroits à la Relie, j'ai démoli 600 logements. Et j'en ai réhabilité 1200. Entre parenthèses, à chaque fois, on n'a pas fait que l'habitat, on a toujours fait l'aménagement et on a déjà fait parmi les écoles. Et vous allez à Créteil, à Bleuette, j'ai 600 logements exceptionnels, on a démoli 50 logements, on a vidé les logements, ce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais on a réhabilité 600 logements. Il y a des configurations très différentes. L'idée, c'est de décomposer l'objet grand ensemble, qui est un objet qui a été construit d'un bloc, selon une idéologie, à mon avis, qui était à la fois tout public et qui était une construction qui était anti-urbaine. Il n'y avait ni parcellaire, ni rue, il n'y avait aucune capacité du grand ensemble, pour des raisons à la fois de gestion, de qui décide, mais aussi de structure urbaine, notamment il n'y a pas de rue et pas de parcelle, et donc ce qu'on appelle le renouvellement urbain naturel de la ville était impossible. Donc la rénovation urbaine, l'idée des tenants de ça, c'est d'introduire la démolition pour mettre du changement, mais c'est d'introduire surtout une capacité dans le long terme, donc c'est du renouvellement urbain, et c'est pour ça que ce qui est caricatural dans le film, c'est de la commande institutionnelle. Il n'y a pas l'avant-rénovation urbaine et l'après de programme. Avant, ce n'était pas tout naze, et c'est tout joli avec des fleurs. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est un processus que Yankel a travaillé depuis qu'il était, à mon avis, qu'il a fait sa thèse, et ce processus permanent dont parlait Barbara. Ce qu'il faut bien comprendre, je finis là-dessus, c'est que la rénovation urbaine dont on parle, alors je ne parle pas des quartiers anciens, ce qui n'a rien à voir, parce qu'on va réatterrir sur ce qu'on parle sur la question de la rénovation urbaine ou les quartiers haussmanniens, mais ce qu'on a appelé les grands ensembles, c'est le traitement de la rénovation urbaine des grands ensembles, qui est en train de se diversifier sur d'autres quartiers.
c'est du tout public et c'est pour, entre guillemets, réparer ou revenir sur ce moment fondamental qui a été la décision de concentrer les classes populaires sous le logement social. Ce ne sont pas toutes les classes populaires, parce qu'il y a des quartiers anciens et ceci. Et donc, en fait, c'était un moyen, c'était une machine nationale pour essayer de changer ce système qui était assez immobile et qui, par construction, c'est pas qui risquait, il fabriquait la concentration des populations les plus pauvres. Je voulais juste rebondir quand vous dites qu'il y a des effets de contexte du coup, qui jouent sur la mise en œuvre des opérations. Par rapport à Strasbourg, est-ce qu'il y a une réelle différence entre la mise en œuvre des opérations de rénovation urbaine entre Strasbourg et Paris, par exemple? Alors, oui et non. Dans le sens oui, parce que les mots de la rénovation urbaine sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, on peut les lister, hein. On a la mixité sociale, on a la résidentialisation, ce mot un peu bizarre, qui est très, très parlant en réalité. On a aussi le désenclavement, qui est un mot qui se prétend vouloir lutter contre une forme de délinquance, voilà, en réalité. Donc il y a des mots clés comme ça qui apparaissent à chaque fois. Donc le premier est vraiment mixité sociale, et après il y a des déclinaisons locales qui font que à chaque fois c'est partiellement différent, mais souvent partiellement. Pourquoi souvent partiellement? Parce que dans le cadre de la rénovation urbaine, par exemple, que j'ai étudié dans le quartier de Haute-Pierre à Strasbourg, et en regardant aussi ce qui s'est passé au Nord, un peu avant Haute-Pierre, c'est que la rénovation urbaine se prétend être aussi une démarche participative dans laquelle réapparaissent, notamment, je parle bien sûr de la première phase de la rénovation urbaine en rue, donc de la rue, disons, qui a commencé en 2004, ou 2004-2005, dans les années 2000 plutôt. En effet, réapparaissent ces mêmes mots aussi, qui sont déjà des mots employés à partir des années 60-70. En réalité, il y a aussi résurgence de certains mots, la concertation, la participation surtout. Donc, évidemment, ce sont des mots d'abord qui sont chargés historiquement, à la fois dans le contexte français et par la résonance qu'ils ont avec le contexte états-unien, par exemple, premièrement. Et deuxièmement, bien sûr, par finalement la totale fausseté. Enfin, en réalité, ces mots, ce sont souvent des prétextes pour imposer des opérations urbaines qui sont bien décidées en amont. Et c'est ce qui s'est passé notamment pour Haute-Pierre, un processus que j'ai suivi pendant 10 ans. Donc, j'ai participé à des différentes instances, plutôt du côté des habitants, entre guillemets, parce que ce mot, moi, je n'aime pas trop. Et, donc, effectivement, sur les 10 ans de pseudo-concertation, pseudo-participation, effectivement, on voit bien qu'on a plaqué un projet qui avait été décidé d'ailleurs par la municipalité d'avant, qui était une municipalité de droite, et qui avait été ensuite amenée à bien par la municipalité de gauche. Ce qui prouve d'ailleurs aussi une chose qui est très importante, qui à la fois la mixité sociale et la rue sont plébiscitées par tout bord politique. Voilà. Donc, je peux vous dire pour Strasbourg, je ne sais pas dans quel sens vous voulez que je développe. Juste, alors, je vais faire un tout petit. Je suis assez d'accord. Après, il y a des situations différentes. Où on parle, on a parlé de façon différente. Mais moi, deux remarques. Du cas de mixité sociale, vous comprenez bien qu'il y a un terme infernal, je le dis tout net, pour deux raisons. La première, c'est que. D'abord, il y a la première, c'est que si ça marche, on va basculer dans la gentrification. Si ça ne marche pas, on est dans le. Non, il y a beaucoup de gens qui disent la mixité sociale, y compris la rénovation urbaine, je pense que c'est une erreur pour une part, ce qui peut arriver avec des endroits. C'est on va chasser les pauvres du centre-ville. Ça pose des questions sur en fait, la question des politiques du logement, qui est une autre question, une question qui superpose à cette question-là. Si ça ne marche pas, on reste dans le ghetto. Donc, ce que je veux dire, on est dans des catégories qui en fait renvoient
à ce que je voulais dire en 58. Parce qu'en fait, faut juste si on fait un tout petit peu d'histoire, la machine, c'est ensemble une machine infernale qu'on a construite, on fait de logements dans des conditions qu'on paye, qu'on a encore aujourd'hui, dans un modèle qu'il faut bien comprendre, et à part l'Espagne de Franco et quelques pays, et les pays communistes, on va dire, il n'y a pas d'exemple dans les pays démocratiques de choses qu'on a fait comme ça en termes de chasser les gens dans les centres-villes avec la rénovation urbaine et l'histoire des UP. Alors, parce que De Gaulle, en fait, et l'État français, son centralisme et sa puissance à ce moment-là est tellement forte qu'on est capable de faire ça. C'est grosso modo, pour faire court, la puissance d'Haussmann, mais à l'échelle française. Bon, pour faire court. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en 1973, il y a une circulaire, je vous invite à lire, comme la circulaire de la ZUP, alors là, qui est encore plus intéressante, qui est la circulaire Guichard, qui est l'arrêt des grands ensembles. Et c'est ce jour-là que s'installe l'ensemble des termes dont parlait Barbara. Alors, de façon assez incroyable, quand même, pour tout vous dire, il y a d'abord le terme de participation des habitants. Donc, il diagnostique l'horreur de la Sarcellite, ce qu'on nous avait montré au premier image, en disant qu'il faut arrêter de faire des formes urbaines, je ne sais pas, totalement inadaptées, de R+15 quand les gens veulent une petite maison, je vous passe les détails sur là. Et on est en train de, en 73, ils voient ce qui va se passer genre 20 ans plus tard. C'est-à-dire on a construit la ségrégation qui va se dérouler maintenant. C'est assez visionnaire. Il y a deux choses qui apparaissent. Et c'est assez juste et intéressant pour nous, pour en gestion urbaine, de ce qu'on appelle ils disent les gens qui habitent là-dedans, ils n'appartiennent pas à la ville, parce qu'en fait, ils sont gérés par un pur bailleur et ils n'ont aucune des catégories d'appartenance citoyenne de la ville. Donc c'est un développement naturel assez incroyable, et où ils disent, ben, en fait, ils payent des impôts, mais ils n'ont pas de rue, ils n'ont pas de nettoyage par la ville, ils n'ont pas les services de la ville qui sont tous au centre. Donc il y a tout un sujet sur la partie de l'habitant en disant maintenant les bailleurs et les parties organisent avec les villes la participation de l'habitant, et elle met là. Donc ce qui va se passer dans les villes nouvelles ou dans les dernières opérations, type Villeneuve à Grenoble, où on va faire de la surparticipation des habitants dans la programmation. Et il y a l'autre sujet qui arrive, c'est la mixité sociale, c'est que c'est la première fois qu'on dit, et ben, c'est plus les US, c'est les AC. Et dans les actes, il faudra qu'il y ait au moins 25% de logements sociaux, qu'il y ait des logements privés. Et donc ces deux systèmes qui vont être en plus très utilisés après par la politique de la ville, puis après par la LOP, par la loi SRU, etc., donc, qui sont des catégories de... Quand on programme la ville, il ne faut pas faire du 100% privé ou du 100% social, où il faut l'injonction à partir des habitants, elle est née à ce moment-là. Et depuis, on est toujours dans le recyclage, ou la réutilisation de ces termes-là. Voilà, donc c'est un éclairage là-dessus. Et l'autre réflexion, moi, je vous donne, parce que je pense que on dit tout sur la rénovation urbaine, est-ce que la rénovation urbaine est en échec parce qu'on n'a pas assez diversifié les quartiers? D'abord, il faut comprendre que tout ça sont des processus lents d'évolution, de peuplement des logements, et donc ça se fait sur des dizaines d'années. Premièrement, et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire que la mixité sociale, quand vous êtes vous partez de 1980, vous avez grosso modo le plein emploi, 80% de gens en situation d'insertion, et vous arrivez en 2020 avec des pans entiers de la population qui ont l'impression d'être déclassés, et que aujourd'hui, je ne sais pas quoi, l'infirmière ou le prof qui était à l'époque, je dirais, l'élite de la nation, aujourd'hui a un sentiment d'être dans une précarisation de place. Ce que je veux dire, c'est que derrière, vous êtes obligé de tenir compte de la crise aussi économique et sociale dans laquelle on est. Donc, ces termes-là sont très piégeux. Moi, je parle plus de parcours résidentiel, d'équilibre sociaux des territoires, et donc, en fait, on est beaucoup dans des représentations. Donc, je pense qu'il faut sortir des représentations et rentrer à l'échelle d'un territoire. Pour vous donner un exemple, qu'est-ce que ça veut dire qu'à Valenciennes, la mixité sociale, ou dans une grande métropole aujourd'hui, on est dans des contextes totalement différents. Justement, vous avez parlé de cette action, cette volonté d'avoir un programme qui est participatif, qui fait intervenir les habitants. Donc on voulait savoir comment ces acteurs de la rénovation urbaine s'engagent à réaliser ces objectifs justement d'équilibre social du coup, dans le cadre de la politique de rénovation urbaine. Bon, alors moi je parle surtout pour le contexte que je connais de Strasbourg. Ouais, en effet, disons qu'il y a eu deux phases quand même, il faut le reconnaître. Au début, le premier projet de rénovation urbaine du quartier de Haute-Pierre était porté par une municipalité de droite qui avait donc agi, bien sûr, en lien avec les chargés d'émission en rue, de façon très légère du point de vue de la participation.
Ils avaient fait quelques promenades informatives, ils avaient mis quelques panneaux informatifs, notamment dans le centre commercial Auchan, qui était donc à côté de Pierre. Alors ensuite, quand la mairie est passée à gauche, d'ailleurs avec un programme qui était axé sur la démocratie locale et la démocratie participative, donc de manière générale, Strasbourg portait justement ces revirements, pseudo-revirements, notamment grâce au changement de la droite aux socialistes. Et bien, effectivement, là, il y a eu quelques actions assez fortes, en principe assez fortes, notamment un forum de la participation, des séances en atelier, et ensuite il y a eu aussi un atelier déambulatoire et voilà, d'autres instances participatives assez importantes, mais pour avoir participé, même en partie impulsé ce type d'action, puisque à l'époque j'avais lancé une association transdisciplinaire dans le quartier justement pour pouvoir participer au processus. En réalité, on s'était rendu compte assez rapidement que les résultats de toutes ces instances participatives étaient appropriés par la ville. Et ensuite, les résultats, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'ils allaient en faire. Alors, en réalité, ce qu'ils ont fait, mais ça c'est un peu mes hypothèses, premièrement, ils ont communiqué là-dessus, c'est-à-dire ils ont beaucoup fait de la communication sur le fait d'avoir fait de la participation. Et deuxièmement, ils ont finalement fait des actions minimales. Mais les choses les plus importantes qui avaient été demandées, notamment Haute-Pierre, avait un corps piéton. Les mailles de Haute-Pierre étaient construites de façon à avoir un corps piéton et végétalisé. Les habitants avaient demandé, et ça c'était leur revendication unanime, de laisser le corps piéton. Et c'était la seule finalement revendication transversale, tout le monde était d'accord sur ça. Et finalement, ils ont quand même mis la voiture à l'intérieur des mailles pour désenclaver. En réalité, comme d'habitude, c'était le discours, la police peut passer, etc., etc. Mais en tout cas, Haute-Pierre, quartier jardin, c'est-à-dire quartier qu'on pourrait vraiment mettre en avant comme un quartier écologique conçu dans les années 70 comme un quartier écologique, donc déjà bien en avant de ce qu'on parle d'écologie. Qu'est-ce qu'elle fait la rénovation urbaine? Elle met la voiture au sein d'un quartier qui était piéton, en allant totalement à l'encontre de celle qui est la dynamique dans les autres quartiers de centre-ville, voilà, avec l'écologie. Voilà. Donc ça, personnellement, je trouve que c'est effectivement un très mauvais exemple de ce qui a été la rénovation urbaine en Pierre. Après, il y a eu d'autres choses qui ont mieux fonctionné. Par exemple, comme la résidentialisation, les processus de résidentialisation, c'est-à-dire la privatisation des biens d'immeubles, avait déjà été très très critiquée sur Paris, avec des grands grillages, avec des digicodes, des choses comme ça. À Haute-Pierre, il y a eu une résidentialisation beaucoup plus légère. Voilà, une résidentialisation douce. Et ça, bon, c'est vrai qu'on peut effectivement l'admettre. Mais effectivement, oui. Deux choses. Comprenez, parce que moi, je suis assez fier de ce qu'on a fait dans le 94, moins à 2 endroits. Ce qu'il faut comprendre, ce que raconte Barbara, c'est qu'en fait, le modèle, quand vous déconstruisez les grands ensembles, il y a un modèle de base qui est le modèle économico-urbain, qui est de dire il faut des rues, il faut une délimitation de l'espace public et de l'espace privatif de l'habitat. Et donc, il y a une logique à plaquer ce modèle-là sur les grands centres. Ce qui est très compliqué, il y a plein de gens qui ont réfléchi à ça, notamment un architecte qui a fait un bouquin intéressant là-dessus, parce que la forme du grand ensemble, c'est une symétrie, c'est la question des espaces verts, etc. Donc, il y a, en appliquant cette logique-là, quand c'est mal fait, ça peut faire des liquides. Donc ça, c'est vrai qu'il y a
présenter un modèle urbain, et toute la question c'est de déformer ce modèle urbain et de trouver de l'intelligence, et beaucoup de projets ont essayé y compris travailler sur les qualités du grand centre, parce que le grand centre, je vous dis, c'est un peu l'enfer, mais il y a des très grandes qualités au grand centre, notamment la question de la place du verre dans les grands centres. Je trouve que, par exemple, pour vous donner un exemple, les logements des grands centres sont des logements grands, spacieux, aérés, avec de la lumière. Et la théorie de ce que moi j'appelle les grands centres, qui étaient les écoquartiers du XXe siècle, il y a des points d'appui. Moi, je sais que sur mes quartiers, la plupart du tout endroit, on avait des espaces verts un peu non. Il y a des fois on ne voyait pas la voiture, et on a souvent eu des projets qui ont entériné. Moi, je vois à Orly, j'ai un très grand mail, c'est même un parc. Donc j'ai plein de. La rénovation urbaine 2, par exemple, s'appuie énormément sur la notion de parc, alors ou parc habité, ou de création de parc au sein des grands ensembles. Donc ça évolue, ça change. Donc ça, c'est pas le sujet de la participation des habitants. Donc sur la participation des habitants, moi, j'ai vous dire, d'abord, il faut comprendre là aussi, il y a un effet de contexte, qui est qu'on est un pays centralisé, qui part d'en haut et qui descend en bas. Que c'est vrai à l'État français, c'est vrai qu'une mairie un peu marche comme ça aussi, c'est le système de la Ve République, c'est aussi un système très ancré, quasiment vivant, avec le côté État des rois. Et donc on a un système aussi représentatif et délégatif. Donc la participation, c'est pas naturel. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a un effet aussi de situation de dureté aujourd'hui. C'est bizarre, on fait beaucoup, vous voyez là, sur la question écologique, on crée partout des conseils consultatifs, là il y a la commission sur l'écologie, et puis en même temps, vous avez les gilets jaunes, vous avez des bagarres dans les entreprises, où je veux dire aujourd'hui, l'État assume de dire les syndicats et les corps intermédiaires n'existent pas. L'individualisation du dialogue entre le système et les agents, moi j'ai un truc qui s'appelle les corps reconstitués, les corps intermédiaires, et dire qu'on invalide les corps intermédiaires et on passe directement avec les individus, alors, certains diront que c'est du bonapartisme, c'est d'autres logiques, mais c'est extrêmement contradictoire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand vous êtes dans un projet de rénovation urbaine, vous avez les habitants, ça ne veut rien dire. Moi, quand j'ai une opération d'entretien urbaine où je sais que, par exemple, c'est une décision qui va assumer un bailleur et un maire qui sera, de toute façon, s'il ne fait pas bien, il ne sera pas réélu, on dit, voilà, on a un programme, on a du logement obsolète. On pense d'ailleurs, et aujourd'hui, il y a plein de gens qui préfèrent, j'ai même vu dernièrement des gens qui disent qu'ils veulent être démolis plutôt que d'être réhabilités. Il faut d'abord traiter différents sujets. C'est pas la même chose le locataire qui est en situation de démolition, que le locataire qui est en situation de réhabilitation, que l'habitant du quartier ici. Donc moi, par exemple, j'ai une démolition, moi j'ai d'abord un devoir, y compris de protection, j'ai des lois là, de ce point de vue-là qui n'ont rien à voir avec ce qui se passait dans les années 60, qui fait que si je décide de démolir, la première question c'est les gens qui sont, je dirais, touchés par une décision publique qui leur tombe dessus, c'est que je dois leur assurer un relogement dans les meilleures conditions possibles, avec le même niveau de loyer, un logement adapté à la famille, et donc on a un processus avec des associations qui font qu'on leur présente des c'est pas pareil. Si vous dites la participation des habitants en disant on démolit quel immeuble, donc vous pouvez avoir des voisins qui disent ah ceux-là c'est des méchants, ceux-là on veut voir ce bâtiment démolir, donc la participation des habitants peut tout vouloir dire. J'ai des gens qui ont fait des référendums bâtiment par bâtiment pour savoir si c'est à Arcueil, ils l'ont fait à Arcueil, ils l'ont fait aussi à Vitry, où ils ont fait des processus extrêmement lourds. Mais la participation des habitants, vous mettez des habitants en taille et vous leur posez des questions, ça ne veut rien dire. Et à la fin, c'est sûr que les institutions reprennent les choses, ça permet d'avoir une caution de participation et de communication, et il ne se passe rien. Donc il y a beaucoup de développement d'outils, moi je parlais de Choisy, d'Orly, moi je suis né dans les conseils, j'ai commencé ma carrière dans les conseils de quartier, et pour ça il faut différencier le sujet, la légitimité des gens à parler, et à un moment donné la capacité à que les pouvoirs publics, alors c'est beaucoup les bailleurs et les maires, c'est eux qui décident. Petite différence entre la rénovation urbaine 58 et les U et 2003, c'est quand Borloo, il a l'intelligence qu'il a, c'est de dire, mais attendez, le patron de tout ça, c'est le maire. Parce que c'est lui qui est évalué tous les 6 ans et c'est lui qui est proche. On a eu l'effet de décentralisation. Donc à un moment donné, les décideurs publics, je ne suis pas contre la participation des habitants si elle est organisée, construite avec des objets précis et avec un programme où les choses sont claires quand on rentre dans la discussion. Le mieux, c'est aussi s'il y a des associations, s'il y a des corps qui viennent défendre collectivement les gens, parce que entre la situation individuelle des gens qui veulent se sauver et le fait qu'il y a une vox populi qui dit il faut faire ça, vous avez tout là-dedans. Donc la question, c'est comment on a une culture commune
et qui fait que le bailleur, lui, il parle au locataire, c'est pas le même statut que qu'on parle à l'habitant, etc. Et dernière chose, ça peut être aussi dangereux, et ça peut être dans la logique néolibérale d'aujourd'hui, il y a aussi une injonction à participer, c'est-à-dire que les pauvres, eux, ils doivent être dans les conseils de quartier, ils doivent fatiguer après avoir travaillé 12 heures, être allés ils doivent venir à la réunion parce qu'ils sont pauvres et qu'ils sont un peu coupables d'habiter dans le quartier. Par contre, les classes supérieures qui sont dans les quartiers riches, dès qu'il y a un problème à l'école, etc., ils font un courrier au maire et puis la mairie, le service, il est fait parce que c'est des gens qui sont agissants et qui sont beaucoup plus, je dirais, représentés dans les institutions. Donc, moi, je sais que des fois, on retourne le sujet de la participation des habitants pour obliger les gens et qu'en même temps, c'est aussi un message, vous êtes coupable d'être pauvre dans un quartier pauvre. Et donc, attention aussi à ce genre de dispositif. Je vous le dis, par exemple, sur la question écologique en ce moment, avec le truc consultatif là, avec Macron, grand dispositif national, moi j'ai fait des conférences de consensus, c'est très intéressant, mais des fois c'est des dérivatifs complètement pour ne pas traiter la question, est-ce qu'on fait des EPR, est-ce qu'on fait Europa City, alors là ils vont craquer, est-ce qu'on fait Lyon-Turin, est-ce qu'on fait Grand Paris Express. La participation des habitants peut être un outil extrêmement manipulé par ou des gens au niveau de l'institutionnel central, ou peut échapper à tout le monde et être pris, on le sait très bien, accaparé par des minorités agissantes. Quand vous faites une réunion de quartier, quand vous avez 50 personnes sur les 2000 habitants, c'est ce bout du monde. Est-ce que ces 50-là représentent l'ensemble du quartier? Non, pas vraiment. L'idée, c'est d'entendre, c'est de travailler avec la maîtrise d'usage. Il y a beaucoup de gens qui savent faire, des associations, il y a des dispositifs, mais attention à l'utilisation du terme et notamment par les institutions. Je voulais juste ajouter quelque chose. Je suis assez d'accord, mais bon, je dirais aussi que non, mais c'est-à-dire qu'il existe aussi justement depuis longtemps des idées liées à l'empowerment qui sont des processus extrêmement complexes et où les personnes qui sont à la base des dominés peuvent, à travers des dispositifs qui sont mis en place, de venir prendre la parole librement. Et moi, je crois effectivement que quand on a une assemblée déjà composée par des aînés et des jeunes, des hommes et des femmes, et des classes sociales différentes, c'est toujours les mêmes qui prennent la parole beaucoup plus que d'autres. Voilà. Mais je crois aussi que ça peut évoluer et c'est notamment une volonté, que normalement, je la vois beaucoup plus dans certains pays qu'on peut avoir appelé dans le temps des pays en voie de développement, des pays lointains. En Afrique, je le vois en Afrique du Sud, en Amérique latine, je le vois aussi, c'est-à-dire il y a des traditions de l'empowerment qui sont bien plus fortes que la tradition franco-française. Voilà, donc déjà, je pense qu'il y a beaucoup à améliorer, et deuxièmement aussi, il faut se dire, c'est des processus longs, et très souvent, là, en rue, il faut courir, il faut aller vite, il faut avoir des résultats, il faut avoir des chiffres. Et ça, honnêtement, Moi, je suis d'accord avec vous, mais sur ce sujet-là, comme c'est un sujet important de la participation des habitants, moi, l'empowerment, j'entends très bien, puis moi, je veux dire, j'ai commencé dans les associations de quartier, j'ai découvert les grands ensembles par les associations antiracistes, en luttant contre les voies racistes. J'ai fait des conseils de quartier à Montreuil, avec un dispositif où c'était les habitants qui maîtrisaient le conseil de quartier, et les élus avaient le droit de venir et d'écouter, et de temps en temps prendre la parole. Donc, ça, je vois bien. Parce que moi, derrière, l'empowerment version américaine, ou version ce qui se passe au niveau du Sud, j'entends bien. Il faut aussi intégrer le contexte, un pays d'institution et moins de structure. Ce que je veux dire là, ce que je veux dire derrière, c'est que la partie des habitants, le terme il est totalement biaisé. Participation des habitants à quoi? Moi je pose la question, et qu'est-ce que je veux dire derrière? C'est que je pense que le côté tout gentil, les habitants, moi je crois qu'il faut qu'ils se recréent de la conflictualité sociale, y compris que l'empowerment. La question, c'est qu'il faut qu'il arrive. Moi, quand je faisais un conseil de quartier, ma question, c'était comment je trouvais la surface de contact et de frottement entre différentes catégories de gens. Il n'y a pas les habitants, il y a des différents courants d'habitants qui ont des intérêts des fois partagés et des fois différents. Et comment il y a un lieu de délibération où il y a la puissance publique et qu'à la fin, au final, c'est vrai que c'est la puissance publique qui est autorisée à décider. Donc, ce que je veux dire derrière, c'est que, en fait, je ne veux pas découper. Je pense qu'aujourd'hui, on a un système néolibéral d'État qui, notamment, parce que ça pose la question des associations, parce que moi j'ai vu le système
manipuler des partis militants pour invalider les associations, qui sont aujourd'hui des structures qui sont faibles en France, beaucoup plus faibles qu'ailleurs. Donc ce que je veux dire là derrière, c'est qu'il faut accepter que la démocratie en pays français, où il y a un État et heureusement des collectivités qui sont fortes, l'empowerment pour moi est un contournement dans des pays où les institutions sont faibles. Je pense qu'aujourd'hui, il faut recréer, d'abord spécifier et assumer la position de chacun, et qu'à un moment donné, je ne suis pas dit particulièrement le terme, il est biaisé, je pense qu'il est foireux, parce que je pense qu'il faut de la confrontation et de la délibération entre différents niveaux, et que personne n'a le monopole de la légitimité. Je vous remercie pour vos propos. On va pouvoir y revenir dans un troisième temps. Là, on va juste s'orienter vers une deuxième partie, donc une partie vous avez pu aborder dans vos propos tout à l'heure, qui est les objectifs d'intervention, donc les impacts des opérations de rénovation sur le tissu urbain des quartiers populaires. On a pu relever qu'il y a différents axes majeurs d'intervention qui visent à réparer donc, ce tissu et qui s'esquissent en trois parties. Premièrement, la volonté de renforcer la diversification des quartiers, tant sur les fonctions offertes que sur la nature et le statut des logements. Ensuite, réaffirmer la lisibilité urbaine et la trame d'hier. Et enfin, renforcer le désenclavement de quartiers dont vous avez pu parler tout à l'heure. Avec comme outil de rénovation urbaine la démolition-reconstruction, la requalification, la réhabilitation et la résidentialisation. Donc, est-ce que vous pensez que ces trois grands axes de matérialisation de la rénovation urbaine sont suffisants pour parler d'une réparation de quartiers populaires? Dire qu'on veut de la mixité sociale, c'est de dire aussi que les classes populaires toutes seules sont des classes dangereuses. Voilà, ça a été dit historiquement, mais je pense que depuis, ça n'a pas vraiment changé, ça n'a pas vraiment évolué. C'est-à-dire que loin de parler dans ces termes-là, c'est-à-dire de mixité sociale, ça interroge quand même la question de l'ethnicisation de la société française, de l'incapacité de la société française à accepter qu'il y a des cultures qui ne sont pas franco-françaises et donc qui concentreraient effectivement les problèmes de manière presque culturelle. Donc il y a pour moi un très fort culturalisme au sein de la société française qui identifie des problèmes tout d'abord avec des populations à problème, c'est-à-dire notamment des populations notamment issues des Maghreb et aussi de l'Afrique en général, qui sont les plus problématiques historiquement. C'est-à-dire que depuis la démolition du bidonville et depuis l'intégration supposée des populations européennes qui étaient considérées comme plus facilement intégrables, là, par contre, on a un problème quand il y a justement l'immigration qui arrive du Maghreb et de l'Afrique, avec ce discours de ces personnes ne sont pas intégrables comme les autres et la construction finalement de l'ethnicisation de la société française. Et donc, finalement, la question du déplacement et de la démolition de ces quartiers, c'est vraiment une façon finalement de déplacer, de diluer ces populations qui, quand on les voit concentrées, représentent pas seulement un danger parce qu'il y aurait supposément pas des dealers, etc., ce qui est vrai, partie, il n'est pas que ça, mais surtout, c'est des classes sociales qui continuent à être mal vues. Et aujourd'hui, aussi pour des raisons liées, bien sûr, avec... voilà. Donc, moi, je me pose tout simplement la question de pourquoi pas du 100% social. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Pourquoi pas des quartiers populaires entièrement comme ils étaient dans les années 60. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais malheureusement, je pense que ça, effectivement, le problème de la stigmatisation, c'est bien un problème bien plus fort que les solutions qui ont été apportées par le désenclavement, les démolitions, etc. Et finalement, ça marche quand même assez mal, parce que qui est-ce qui vient habiter et qui est-ce qui vient acheter les copropriétés dans les quartiers où il y a eu des démolitions et des accessions à la propriété? C'est toujours les mêmes personnes, comme le prouvait plusieurs chercheurs, etc. Et donc, il n'y a pas de mixité
sociale comme elle leur serait souhaitée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blanc qui arrive dans les quartiers populaires. Voilà, moi je pense qu'il faut. Justement, en fait, on va revenir en troisième partie sur les impacts de la rénovation urbaine sur la question des habitants et on va essayer de voir en fait comment les habitants sont pris en compte, entre guillemets. Juste là-dessus, parce que bon, moi je suis pour avoir une lecture pas du tout ni ethnique, ni communautaire là-dessus. Juste, j'ai déjà insisté dessus parce qu'il y a un vrai débat sur la question du 100% social. Moi j'ai expliqué comment le choix de la société française, qui était un choix de 58, de dire les gens, les classes populaires qui vont arriver des campagnes, parce que grosso modo c'est les gens qui avaient le pouls, les ruraux, quoi, donc ils Genève, et après ce qui va se passer, parce que ce n'était pas encore la situation, mais la situation migrée, on fait le choix de les mettre au même endroit. Et je pense que la question de l'école est une question centrale et qu'on n'a toujours pas fait cette petite histoire-là, parce que je pense que quand en 56-57, la machine à construire les logements sociaux se met en branle, je pense que dans ce qui se passe, qui remonte en 58, c'est que c'est le bordel, je veux dire, c'est les classes moyennes bourgeoises des villes qui voient arriver des populations, non pas dans la ville, parce qu'on s'en fout dans la ville. Par contre, quand c'est dans l'école, son gamin est là, et qu'on voit arriver le gamin qui parle pas bien, et là je parle pas de l'immigré, mais je parle du mec, du gamin qui a un accent du terroir, etc. Je pense que moi, à ce moment-là, il y a eu un choix de trier, de trier spatialement, urbanement, les classes populaires par rapport aux classes qui étaient dans les villes à l'époque, qui étaient des classes, je dirais, privilégiées. Ce sujet n'a pas été... Et je pense que c'est ce moment-là qui n'a toujours pas été discuté en 1958 entre rénover. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'au même moment, on reconquiert dans les centres-villes, pour les classes bourgeoises, et qu'il y a derrière des questions d'équilibre politique. Il n'était pas question pour De Gaulle de perdre les grandes villes qui étaient menacées par le Parti communiste, parce qu'il y a derrière, le débat qui est derrière, c'est aussi la répartition pour De Gaulle entre son pouvoir qu'il tenait et le fait qu'il donnait les périphéries, banlieue rouge, au Parti communiste. Donc je pense qu'il y a un débat sur 100% de logement social. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, en fait, quand je suis dans mon quartier, pourquoi je vous ai dit on est en 100% de logement social? Aujourd'hui, quand on dit on démolit, vous prenez toutes les opérations dont on parle, 80% des populations, c'est même pas qu'elles sont encore là, et que moi, quand je fais un projet de rénovation urbaine, ce qu'il y a derrière, en fait, le système d'ASUP a permis de mettre le moins possible d'argent et de moyens de services publics dans les quartiers. C'est-à-dire que, en fait, le maire qui raisonne par rapport à son centre, sa médiathèque, son aménagement de quartier, de centre-ville, son quartier piétonnier, il a été en centre-ville. Je peux vous dire que les pavillonnaires vont être bien traités en termes d'entretien, etc. Et il y a la ZUP, le quartier qui est géré par le bailleur, où les gens payent des impôts, pour ceux qui en payent, mais par contre, la ville, parce que le foncier ne lui est plus, qu'il n'y a que le bailleur, les gens n'ont que, grosso modo, le logement, l'entretien que fait le bailleur, donc pas les impôts qui ne sont pas citoyens de la ville, et l'école qui a été construite en années 70 et qui, à ce moment-là, n'est à peine réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le programme de rénovation urbaine, derrière la question de la démolition de la mixité sociale, c'est un énorme programme de réinvestissement sur des quartiers où il n'y avait plus d'investissement depuis les grands ensembles. Et moi, la première question, nonobstant la frange qui va jouer de changement, c'est comment j'ai des impacts sociaux pour la population existante. Parce qu'à 80%, c'est des gens sont là. Et que ces gens-là n'ont pas vu le gramme d'investissement public de l'État ou de la commune depuis, avec des programmes de réparation type DSQ. Mais quand vous regardez, c'est l'histoire un peu de la discrimination positive des ZEP. On a prouvé que les ZEP étaient ces quartiers dans ces écoles-là. Il y avait deux fois moins. Il y avait 50% de moins d'argent dans les ZEP que dans l'école publique du centre-ville, parce que les profs étaient à l'époque encore moins nombreux, qu'ils étaient tous agrégés, que le bâtiment était pourri, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand Borloo dit on y va, ce qui s'est passé, c'est que les villes ont enfin redécouvert ces quartiers-là, et on a déclenché ce qui pose un problème aujourd'hui de relais, c'est qu'en fait les villes ont réinvesti dans ces quartiers-là. Et notamment, je vous le dis, moi je le dis, je l'ai fait beaucoup dans mes quartiers, c'est ce que vous voyez sur le 21e, dans la question des écoles. C'est-à-dire qu'on a démoli des écoles qui étaient sous la barre, qui avaient été l'école que des gens du quartier qui étaient de l'autre côté. On l'a construise souvent en limite pour avoir un périmètre, et donc c'est un débat, ça, donc je veux dire que c'est pas bien, un périmètre scolaire qui mixte le côté quartier pavillonnaire à côté et le quartier social. Et surtout, on a, dans tous les cas,
donner un cadre alors, c'est beaucoup le programme numéro 2, moi je le fais beaucoup à Orly, à Choisy notamment, et on avait déjà investi en Orléans, c'est-à-dire donner un cadre le plus privilégié possible à l'enfant qui va à l'école et qui en a plus besoin que l'enfant du centre-ville, parce que l'enfant du centre-ville, de toute façon, ses parents s'occupent de son cours extérieur, ses activités, etc. Et donc c'est d'essayer d'avoir, de rattraper un retard fondamental sur un certain nombre de choses comme sont des écoles. Je pense qu'on aurait dû avoir, il y en a beaucoup, des programmes sur les bibliothèques. On a démoli des centres sociaux, faut raconter ce qui s'est passé sur les LCR et les maisons de quartier à l'époque. On a par exemple de grands centres sociaux assez exemplaires qui ont été construits pour ces quartiers-là, pour à la fois les nouvelles populations et les anciennes, etc. Et dernière chose sur l'impact social, je vous le dis pour les quartiers les plus ghettos, et en fait des immeubles qui étaient souvent des immeubles qui étaient en situation les plus dégradée. Je peux vous donner un exemple, c'est le premier effet, c'est quand vous avez des démolitions, il y a des populations dont on a dû prendre en charge, qui n'étaient même plus vues par les services sociaux, et où les services sociaux, heureusement des bailleurs, parce que les services sociaux des bailleurs avons des dispositifs spécifiques, et ben on a conçu même le programme pour d'abord redonner un logement adapté aux familles quand c'est de la suroccupation pour qu'il soit plus grand, que deuxièmement, il y a eu des prolongements avec les travailleurs sociaux, ça ne s'est pas fait partout malheureusement, on a pu avoir un programme là-dessus où on a commencé à entériner et à regarder la situation de la famille, la situation du gamin, celui qui va à l'école, est-ce qu'il peut avoir du soutien scolaire, avec remailler, je dirais, le tissu d'intervenants sociaux pour des populations qu'on ne, je vais vous dire, plus aucun intervenant social n'y derrière. Alors ça c'est pour les quartiers les plus dégradés, où il y avait des démolitions, les secteurs les plus durs. Ce que je veux dire, c'est que quand on intervient en régulation urbaine, si on a une vision qui n'est pas seulement la vision, on enlève des populations dans les autres, et de toute façon, pour prendre en charge tout le monde, je peux vous dire qu'il y a des gros impacts sociaux qui doivent, et malheureusement, je le dis, le système social aujourd'hui, on a discuté avec un maire, l'ancien maire de Sevran, pas plus tard que ce matin, tout ce qui est mission locale, tous les opérateurs sociaux ne voient plus une partie des populations. Quand vous touchez au bâtiment le plus paupérisé, le plus en grande difficulté, et que vous commencez à reconstruire une chaîne d'acteurs sociaux sur ces gens-là, la plupart du temps, ils sont relogés d'ailleurs dans le quartier, ensuite ils sont relogés selon le choix qu'ils font. Le seul débat, c'est est-ce qu'on leur donne le choix et qu'on autorise à maîtriser leur destin et leur parcours. Et ben, vous pouvez remettre des dispositifs s'ils sont conçus, s'ils sont déformés, et de ne pas attendre que le système social, qui est un peu largué pour ces populations-là, y compris en termes de population ethnique, hein, je parle souvent de gens qui sont très très loin des services sociaux existants, et donc des fois la régulation urbaine bien utilisée, ça peut être tout l'inverse, je l'accorde avec vous, ça peut être du nettoyage quand c'est pas maîtrisé, quand c'est des villes qui sectorisent ou segmentent, mais il y a beaucoup de villes et beaucoup de maires et beaucoup d'acteurs engagés là-dedans qui font ça pour prendre en charge mieux les populations locales. Après on peut en faire des erreurs, mais le dispositif peut être très utile pour ces impacts sociaux. Moi j'avais fait à Sciences Po la mesure de tous ces aspects-là sur le relogement, la décohabitation. On a fait des décohabitations avec des propriétaires, etc. J'en vais pas plus loin, mais bien intelligemment utilisé, ça peut être bien. Utilisé pour nettoyer, ça peut être très mal, c'est vrai. Justement, donc on va passer à la troisième partie sur les impacts sociaux de la rénovation urbaine, donc sur les habitants des quartiers populaires. Là, on a mis un petit extrait en tête de l'article de Christine Lelévrier, donc la mixité dans la rénovation urbaine, dispersion et reconcentration, où elle a recueilli justement des témoignages d'habitants de quartiers qui avaient été confrontés à des opérations de rénovation urbaine. Et donc, on a pris deux témoignages du coup, qui s'opposent, un plutôt positif et un plutôt négatif. Du coup, on avait une petite question sur les avis des habitants, en gros, qui ont été confrontés à des opérations de rénovation urbaine. Est-ce qu'ils sont toujours divisés ou est-ce qu'ils peuvent être plutôt harmonieux, en fait, enfin, plutôt homogènes dans certains quartiers? C'est un peu la grande question. En effet, pour tout vous dire, les enquêtes, elles se sont arrêtées en 2017. Et à la fin de la première phase de la rénovation urbaine. Donc je ne peux pas avoir vraiment des réponses quantitatives sur une pierre. Alors du point de vue, moi je dirais un peu qualitatif, dans le sens que je continue à être en relation avec le quartier, aussi par le biais d'étudiants qui continuent à faire des enquêtes, etc. Effectivement, il ne semble absolument pas qu'il y ait un changement dans le sens de la mixité sociale comme elle est souhaitée. C'est-à-dire que les populations sont toujours de façon assez importante des populations issues de l'immigration.
ou bien des populations qui sont là depuis des générations, qui sont venues effectivement dans les années 70-80 et qui sont installées, et donc la famille va habiter dans les autres mailles du quartier. Donc il y a une vraie présence de la famille élargie dans l'espace, dans un espace de voisinage. Que les constructions soient appréciées, ça, je ne sais pas trop, honnêtement. Je pense que dans une deuxième phase à Haute-Pierre, il y a eu quand même un soin pour construire des espaces, des jeux notamment pour les enfants qui satisfont beaucoup plus. Maintenant, il y a toujours l'association en question qui s'est spécialisée sur des jardins partagés. Donc voilà, c'est aussi cette mode aussi des jardins partagés dans les quartiers en rénovation urbaine, qui est quelque chose d'assez classique aussi. Et en ce qui concerne le Louvre, par contre, qui est le grand projet d'Iblion avec un changement là très très important de l'urbain, carrément de la forme urbaine, je dirais. Alors là, avec une volonté de mixité très très importante. Alors si j'ai bien compris les choses, même si je n'ai pas directement étudié, là, il y a pas mal de gens qui s'étaient installés et qui sont répartis. Et donc voilà, ça reste à mon avis assez problématique, mais encore une fois pour Strasbourg, il y a des enquêtes en cours, mais je ne peux pas dire les choses vraiment de façon très large. Là-dessus, moi, je comprends beaucoup ce que vous dites. Et en fait, je vais vous faire comprendre dans le misfit de départ sur lequel, et c'est intéressant, sur lequel Christine Leveillé, pour tout vous dire, elle a enquêté sur des quartiers, beaucoup du Val-de-Marne, notamment Orly. Une bonne partie de son travail a été sur Orly, le quartier que moi je gère depuis que je suis et sur lequel je travaille depuis 20 ans. Et en fait, dans la théorie, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la théorie, on a parlé de la théorie en fait, du 1% logement pour faire court. On démolit, on fait des rues, et donc on a des fonciers, on met de l'accession, donc on a de nouvelles populations qui viennent. Donc le schéma, c'est le quartier, ce sont des pauvres, et on va faire des nouveaux logements, et donc on va faire venir des nouveaux. Mais en fait, c'est pas ça du tout ce qui se passe. Et regarde, je ne sais pas si vous l'avez dit sous forme de regret, et c'est là où je viens sur la question de l'évaluation, mais en fait, ce qui se passe, pourquoi je vous disais que ces quartiers avaient un problème, par exemple. Vous avez 100% de logements sociaux, vous avez des jeunes qui ont habité dans ces quartiers-là avec leurs parents, qui abandonnaient des études, parce que vous savez, 80% des gens là-dedans sont des gens comme nous ou vous, ils vont à l'école, ils ont un parcours social. Ils veulent fonder une famille, ils deviennent profs, ils deviennent, je sais pas quoi, employés administratifs. Ils veulent avoir un logement. Dans l'immeuble, dans les logements sociaux, parce qu'ils sont une classe moyenne, d'abord il y a une file d'attente monstrueuse, ils sont incapables de pouvoir se localiser dans ces quartiers-là, puisqu'ils sont 100% logements sociaux avec des logements qui sont attribués sous conditions sociales. Donc, le mécanisme d'homogénéité complète du parc, à la fois en termes de logements sociaux, et logements collectifs, etc., c'est que ces gens-là, c'est visible dans toute l'agglomération parisienne, dans le grand agglomération, ils sont conduits, en plus ils ont deux jeunes enfants, vous allez venir à un jardin, ils vont chercher quoi? Ils vont chercher le pavillon qui est à 5 ou 10 km, qui est fabriqué dans les villes nouvelles à l'époque, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas compris que la diversification sociale, c'est pas tant pour des gens qu'on va faire venir à l'extérieur, qu'il y a des gens dans ces quartiers-là qui sont en processus d'ascension sociale et qui veulent pouvoir avoir que les grands-parents des gamins puissent aller chercher à l'école et qui, eux, ne sont pas angoissés par la stigmatisation et la sécurité. Et donc si, d'ailleurs, et donc ce qu'a montré Christine Leveillé, c'est que c'est moins un apport de population extérieure que la capacité de parcours événementiel de gens en action sociale de ces quartiers-là qui peuvent être fixés dans ces moments-là, pas pour les fixer. Parce qu'eux, ils ont envie que les grands-parents puissent aller gérer leurs gamins et qu'ils aiment bien ce quartier. Ce que je veux dire derrière, il faut déethniciser le sujet. S'il est turc, arabe, jeune, ancien, je m'en fous. C'est un jeune qui a envie de faire sa vie à cet endroit-là et qui a envie d'habiter dans ce quartier-là. Et donc, de ce point de vue-là, par exemple, le parcours sur les copropriétés, il y a des gens qui ont des histoires de défiscalisation, je vous passe les détails sur les systèmes du marché du logement, eux qui ne marchent pas et qui fonctionnent à l'envers. Mais si, il ne faut pas faire de la copro dégradée, mais si ça a permis à des gens qui ont accédé, ils ont acheté comme ça, qui ne sont pas trouvés bien dedans, et que finalement c'est des gens, des jeunes du quartier qui ont pu faire l'action, ça va y compris fabriquer le développement
je dirais, territoriale de ce quartier-là. Donc c'est moins des apports de population de l'extérieur que le moyen d'avoir des parcours résidentiels riches des gens qui ne sont pas assignés à résidence et qui veulent volontairement être là. Et par contre, il y aura un effet de mixité sociale parce qu'ils n'ont pas forcément le même statut que leurs parents. Et donc l'idée qu'il n'y ait pas 100% de logements sociaux, ça peut permettre aussi ce genre de choses, d'avoir une diversité, et se pose aussi les questions de génération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des situations où vous avez des immeubles, on n'a pas trouvé, quand vous avez une tour et une barre où il n'y avait que du R+5, du T5, et vous avez que des grandes populations nombreuses, ça pose un vrai problème. C'est que, par exemple, des personnes âgées, est-ce qu'il ne faut pas faire une résidence personnes âgées, des gens, personnes âgées, ils n'ont pas du tout envie de se barrer du quartier, ils sont très bien, et ben, est-ce qu'on ne fait pas en prise en charge un EHPAD, une résidence personnes âgées spécifique, etc. Donc l'idée, c'est que c'est moins de l'extérieur que les choses s'améliorent que par la capacité, alors c'est pas de l'empowerment, mais de parcours résidentiels positifs qui sont impossibles avec le grand ensemble. Donc c'est un effort, ça peut être à l'envers. Si au Neuf, c'est des gens, des jeunes Turcs finalement qui reprennent les logements à des gens qui l'ont acheté parce que c'était moins cher et qu'ils avaient un point 2, et ben c'est formidable. Et dans 10 ans, vous verrez que c'est y compris quand ça marche comme ça qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent. On avait discuté avec Christine Durier, on avait vu qu'il fallait inverser le rapport. Alors ça, c'est le défaut du système central qui voit ça toujours pareil, bottom-up, top-down, pardon, que plutôt bottom-up. Et c'est le même débat sur la participation dans le temps. Ajouter quelque chose. Alors, je suis d'accord avec ça. En même temps, s'il y avait plus de logements sociaux, je me dis que ça serait pas plus mal, parce que ça, c'est effectivement, c'est un repli de celui d'aller enfin, dans un parcours là où, voilà. Bon, moi, je crois qu'il pourrait y avoir plus de logements sociaux dans les ensembles, encore aujourd'hui, dans ce quartier. Bref, mais ce que je voulais dire, c'est plutôt autre chose. C'est-à-dire, pour avoir lu quelques articles très récents sur la question, la qualité architecturale de ces choses-là est très, très mauvaise. Très mauvaise. C'est-à-dire que là, du coup, autant le logement social avait été construit parfois par des architectes visionnaires, parfois oui, parfois non. Les LBM, c'était vraiment souvent très bien, c'était des cités jardins, je pense au Stockfeld à Strasbourg, à la cité Rotterdam, etc. Je veux dire, là, ce qu'on se construit à la place de ce qu'on démolit, c'est vraiment quelque chose de très mauvaise qualité. Je suis en total d'accord avec vous, et je vous en ai parlé dans des endroits précis. Le problème, ça, c'est pas spécifique au quartier et à la PNL, c'est que la production de logements d'aujourd'hui liée à des mécanismes financiers aujourd'hui, c'est que ça c'est vrai dans ce quartier-là, et quand c'est des bailleurs sociaux qui font de l'accession, c'est plutôt mieux parce qu'ils savent qu'ils vont gérer, c'est que la prod aujourd'hui prenait des éco-quartiers, donc pas du tout avec la voiture urbaine, mais ça c'est le problème de la France et c'est le problème de la crise du logement et de la politique du logement aujourd'hui qui est une politique purement financiarisée, et qui fait qu'on produit des logements petits, de mauvaise qualité, qui sont en plus, qui ont des problèmes de malfaçon. Et donc ça, c'est pas tant le problème de la nation même que la catastrophe du logement et de la politique du logement d'aujourd'hui, dont, alors moi, c'est un autre créneau. Il y a l'histoire, je ne sais pas si ça touche ici, parce que c'est quand même la même situation. Moi, j'ai été à affronter aux études dans les choses. Les scandales financiers aujourd'hui, de la production immobilière, du logement social étudiant, du logement privé étudiant, je vais vous dire que c'est le sujet qu'il va y avoir demain. C'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de vous payez tous, alors tout le monde se paye des impôts, finance le surenchérissement du coût du logement de mauvaise qualité, et il y a des gens qui s'en mettent dans les couilles, je le dis comme ça, et avec une qualité du logement qui est en train de régresser, en tout cas par rapport à 2000, par rapport à 90, etc. Parce qu'on fait aujourd'hui des cubes dans des conditions et avec une pérennité gastronomique. Mais ça, c'est pas tant le problème et je pense que dans les quartiers, on maîtrise mieux la chose. Pour des raisons foncières, des raisons d'équilibre des opérations et de la charge foncière. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Aujourd'hui, vous prenez les opérations du Grand Paris autour du Grand Paris Express, les éco-quartiers, tout ce qui est en développement urbain, et je vous le dis, n'achetez pas aujourd'hui un logement neuf. Hein, parce que même, je le dis sérieusement, sans parler des VFA. Et puis moi, j'ai vu en 2008 comment nous sommes venus sauver les promoteurs immobiliers là-dessus, donc c'est pas la question des promoteurs. Le mécanisme aujourd'hui de financiarisation de l'immobilier, d'habitat, et les politiques du logement, du choc, de l'offre, moi je me suis exprimé là-dessus, qui font que ça coûte plus cher et c'est moins bien, et qu'il y en a qui prennent de l'argent là-dedans, avec des scandales, y compris au niveau de la défiscalisation,
Donc ça, je dis franchement, nous au Lanroux, je pense pour plein de raisons, on est rattrapé par ça. Mais on est un peu moins qu'ailleurs. Mais bon, je suis d'accord avec vous. Justement, pour revenir un peu sur les impacts sociaux sur les habitants, on voulait savoir, justement, vous avez parlé dans un cadre de parc, de logement, où il y a cette mixité, cet équilibre social entre des classes différentes. Comment trouvez-vous que l'arrivée de ces foyers plus aisés dans un quartier post-rénovation affecte la vie des anciens résidents qui sont peu de temps pour moi pour en parler. Poser des questions un petit peu. En effet, non, moi je ne suis pas compétente sur cette question. Parce que moi j'ai étudié le processus de rénovation urbaine, je n'ai pas étudié les impacts au niveau des habitants par la suite. Donc, de suivi pour le moment, non. Je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que je sais, c'est tout à l'heure. Disons que moi, je pense effectivement qu'une mixité sociale ne soit pas absolument impossible, au contraire. Je suis toujours, bien sûr, je vous renvoie à l'article fameux que tout le monde cite, Chamboret-Dans-le-Maire, sur distance sociale, de proximité spatiale, distance sociale, en 1970. Le peuplement des grands ensembles avec les classes moyennes, entre les classes moyennes et les classes populaires. Moi, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on a vraiment intérêt à refaire des études sur la cohabitation, parce que je pense effectivement que la cohabitation se fait par des corps intermédiaires, par des associations, par les écoles. Bien sûr, c'est des modes de vie qui sont différents, mais je crois fortement dans la capacité, dans ces quartiers-là, d'intégrer, grâce à toutes les associations, toutes les structures qui sont présentes déjà depuis le départ. Parce que, par exemple, pour le quartier que j'ai étudié, depuis le départ, il y a énormément d'associations qui luttent ensemble, classe moyenne, classe populaire, pour l'amélioration du quartier. Donc, au-delà, pardon si je ne réponds pas à votre question, mais en même temps, je ne pense pas qu'il faille la poser comme ça. Il faut vraiment regarder aussi ce qui se fait de positif dans ces quartiers, c'est qu'ils sont effectivement toutes les structures qui intègrent progressivement ces personnes les unes aux autres, et finalement ce qui est créé du commun. Et ça existe vraiment, parce que c'est des luttes communes d'abord, c'est des luttes qui sont partagées, portées pendant des années par des populations qui sont quand même très différentes. Et ensuite, ceci se fait encore aujourd'hui à travers des associations qui permettent à certaines personnes de se rencontrer, et bien sûr par l'école, qui, bien sûr, même s'il y a de l'évitement de la part des classes moyennes, il y a quand même des personnes qui mettent leurs enfants dans les quartiers populaires, même s'ils viennent des classes moyennes. Moi, je me souscris à ce qui est dit. En fait, d'abord, il y a la question que vous posez, juste pour un repère, de l'NPNRU, je vous le dis, aujourd'hui, il n'existe pas, c'est un lancement d'un programme, c'est comme un effet de relief. Nous, on a lancé le PNRU en 2003, en 2002-2003, ça a commencé à être actif en 2006, aujourd'hui, on est encore dedans, on va mesurer les effets du PNRU sur la question résidentielle dans les 20 ans qui viennent, parce qu'en fait, tout ça, c'est du temps, vous savez, la ville, et tout ça, c'est du temps accumulé, il ne faut pas comprendre que pour les logements neufs, c'est le débat sur les parcours résidentiels, c'est qu'en fait, c'est des cases qui existent, vous mettez quelqu'un dedans, il y a quelqu'un d'autre qui va venir, pendant ce temps, vous en faites 300 ou 400, il y en a 2000 qui existent, qu'est-ce qui se passe dans les 2000 existants et comment vous contrôler, j'y crois pas du tout. Vous avez un travail sur l'équilibre d'attribution des logements existants, donc tout ça, c'est des processus très longs, donc les gens qui disent grosso modo, l'opération de rénovation urbaine, elle est finie, et c'est quoi le niveau de mixité sociale, ce sont des gens qui n'ont rien compris au sujet, donc déjà, il y a ce relatif-là. Le deuxième point, c'est, je vous dis, il faut inverser les catégories, par exemple, sur la question, est-ce que c'est des gens qui viennent de l'extérieur? Ça, il faut dire, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des parcours, il est aussi bien qu'il y a des gens qui sont du quartier qui accèdent à d'autres endroits, et que s'ils ont la capacité, si on leur permet les choix, donc c'est plutôt l'augmentation des choix que la réduction. J'insiste sur un point sur la question de la mixité là-dessus, c'est que le premier phénomène, ça c'est vraiment bien renseigné par Charlot,
Prince Charles, etc., c'est que le processus, c'est d'abord les riches qui s'extraient et eux, se réfugient à un endroit. Donc c'est ça le premier problème qui est posé, c'est pas tant que des classes populaires et des classes moyennes, je dirais, c'est d'abord les riches qui se mettent à un endroit pour être entre eux, ce qu'on appelle l'entre-soi. Après, on est dans des processus où on n'est plus du tout comme les années 60, où on passe de 5 millions à 12 millions d'habitants. Maintenant, le processus le vrai débat qu'on a, c'est qu'on est dans du renouvellement urbain généralisé. De toute façon, avec la question climatique, c'est ça qui est le sujet aujourd'hui. C'est moi, je pourrais maintenant décréter la fin de l'extension urbaine. Donc ça veut dire que maintenant, on va, que ce soit de la rénovation urbaine, du renouvellement urbain ou de la transformation, on va pas reprendre tout. Il va arrêter surtout que l'État se focalise sur la production de béton et sur les 70 000 logements, alors que, par exemple, en région parisienne, il y en a 5 500 000. Et c'est comment, comme toute l'infrastructure qu'on a faite par l'homme depuis l'Anthropocène, c'est comment on transforme tout et qu'on arrête de juste dire c'est le neuf qui va nous sauver, tout ça n'a aucun sens. Donc la question, c'est que ce soit ce que vous avez maintenant, y compris, je vous le dis, les quartiers, on les traite, on va continuer à en traiter des situations. On sent bien qu'il y a des quartiers entiers d'habitats anciens qui sont en train de basculer parce que le logement devient obsolète. La question, c'est de ne pas faire de la rénovation urbaine type genre 58, on dit on rase tout. Et donc c'est comment on utilise l'existant, on transforme, on recycle. Puis quand il faut en enlever un bout pour en faire du neuf, on fait du neuf. Mais c'est pour changer les catégories et arrêter d'être dans des on-off entre vous voyez, des gens de l'extérieur qui viennent, etc. C'est pas, des gens en plus, alors moi je vous dis, pour vous dire, on est encore dans nos systèmes à manipuler un terme qui s'appelle les politiques de peuplement. J'ai l'impression d'être en murs avec Staline en 1970. Les gens, même les plus pauvres, ils choisissent, des fois ils refusent des logements, et ils ont raison. On a des gens qui ont un téléphone portable, qui sont y compris éduqués, même s'ils sont en grande situation de paupérisation. Donc la question, c'est comment on élargit les choix des gens, on renforce la capacité de dynamique individuelle, collective, et que la ville soit le réceptacle de ça. Et c'est un changement radical des politiques du logement, des politiques d'aménagement du territoire, des politiques d'équipement et d'infrastructures. Je vois comment on met 40 milliards d'euros dans des trucs à Cabrantès en ce moment, dans le Grand Paris Express ou sur le Mont-Turin. C'est comment en fait on arrête de travailler à la marge, on reprend, on fait de l'universel. Les cadres des deux opérations strasbourgeoises, il est clair que pour le moment, à Haute-Pierre, on ne peut pas parler de gentrification. Donc je pense qu'il y a un équilibre qui est resté, surtout qu'à Haute-Pierre, à différence de ce qui a été dit jusqu'à là, était un quartier quand même mixte depuis le début. C'était un quartier qui a gardé ses classes moyennes. Parce qu'effectivement, il a des qualités urbaines très très importantes. Et donc, finalement, les classes moyennes sont en partie allées ailleurs, mais elles sont restées, et d'autres sont restées. Et je pense que là, la rénovation urbaine va plus ou moins garder cet équilibre entre les classes populaires plus importantes. Et donc, pour vous répondre, je pense que pour Haute-Pierre, la réponse est effectivement la gentrification n'est pas en train de se mettre en place. Je me demande si pour les quartiers populaires, le terme gentrification est vraiment très adapté. Je pense qu'il est plus adapté pour des quartiers populaires du centre-ville, je dirais, où quelque part le mouvement des changements de population est très visible et très très fort. Et je dirais qu'en plus pour aujourd'hui, les études sur la gentrification les plus récentes prouvent qu'il n'y a jamais changement radical, mais tout est beaucoup plus nuancé et que finalement il y a aussi une cohabitation, voire un conflit d'usage, un conflit dans les commerces, enfin tout est beaucoup plus nuancé que de penser voilà, qu'il y a une arrivée en masse et en tout cas il y a énormément des choses qui rentrent en jeu. Pour les quartiers populaires, moi au début quand j'ai étudié Haute-Pierre, je pensais sincèrement qu'il pouvait y avoir un revirement assez brutal de la population parce que tout était mis en place pour. Et finalement, non, parce que ces quartiers continuent à ne pas être attractifs pour les classes moyennes. Tout simplement parce que c'est des quartiers stigmatisés,
et que malgré leur grande qualité, voilà, ça reste dans la question des images, que vous avez montré d'ailleurs au début, c'était ces reportages de la rue très caricaturales qui montrent effectivement des images horribles au début. Enfin, c'est typiquement les images qu'on colle aux grands ensembles. C'est les images avec lesquelles on les a construits. Il y a des travaux vraiment très très pertinents sur les questions des images et des grands ensembles. Camille Cantu, par exemple, a publié un livre magnifique. Elle a fait sa thèse avec Camille Foucault. Il y a des choses sur Internet déjà. Donc, je pense que c'est la question effectivement des grands ensembles et de la possible gentrification ne se pose même pas aujourd'hui à cause du fait que ça continue, et ça c'est vraiment malheureux, à être des quartiers stigmatisés. Ben, finalement, malheureux ou pas malheureux, parce que finalement, ces quartiers qui peuvent rester effectivement des quartiers habités par des classes populaires qui sont stigmatisés, mais qu'en même temps, le prix de la stigmatisation est qu'ils peuvent rester dans ces quartiers-là. Parce que le jour où les classes moyennes vont comprendre que ces quartiers stigmatisés sont des quartiers très agréables, et bien alors il y aura un risque. Et surtout quand les bailleurs, surtout les promoteurs, comprendront ça. Pour le moment, c'est pas le cas. Alors, moi, pour mettre des éléments d'éclairage complémentaires à ce que dit Laura. D'abord, un truc quand même important par rapport à cette histoire d'image, avec d'abord la caricature de ce qu'ils ont fait, que moi je déteste, c'est avant c'était pourri, maintenant c'est formidable. Il y a quand même eu, moi, entre ce que moi j'ai vu des quartiers quand je les ai parcourus dans les années 80, et le moment où, alors ça a commencé même avant, puis moi j'ai un collègue qui a inventé un concept qui s'appelle la gestion urbaine de proximité. C'est que moi, mes quartiers, quels soient d'ailleurs les quartiers où on a le plus réussi la rénovation urbaine, où on a réussi moins bien, la gestion par les bailleurs sociaux de la question de la propreté, etc., a quand même radicalement changé. Alors, je mets des guillemets sur les quartiers les plus durs, dont je vais parler après, ce que je dis, mais le lambda moyen des quartiers de HLM, les bailleurs sociaux ont eu des outils, des moyens pour rendre ça correct. Enfin, correct, et même, je vous dis franchement, en copro, dans ces quartiers-là, et le logement social, les meubles de logement social, l'immeuble social est 10 fois mieux géré que la copro. Il y a des problèmes d'ascenseur, que ce soit les ascenseurs, les histoires de résidentialisation, si c'est bien fait, bon après il y a des grilles, pas des grilles, mais les bailleurs sociaux ont monté très fortement le standard de qualité résidentielle des logements. Ça, en général. Après, il y a des points durs à des endroits, et en fait, ce que moi je pense sur la question des images, c'est que je pense qu'en fait, d'un truc assez homogène, mais avec énormément de différences, avec des duretés différentes, et moi je dis par exemple entre 94 et 93, alors après dans 93 je parle pas de mon choix, je parle de noyau de 93, moi le 94 aujourd'hui avec le deuxième programme, j'ai encore quelques quartiers, mais il y a des quartiers qui ont totalement basculé. Le quartier d'Orly choisi, le Grand Ensemble, qui était un des 20 quartiers les plus durs de France aujourd'hui, je veux dire, c'est un quartier attractif, à la fois en logement social et en logement, etc. Et ça va continuer. C'est vrai à Créteil, donc il y a, on va avoir un deuxième programme qui va, il y a des quartiers qui, en fait, rejoignent, non pas parce qu'ils peuvent être structurés encore très socialement, mais en termes de qualité et d'attractivité, que ce soit pour un locataire social, des fois, parce que c'est pourri, il va aussi refuser, ou que ce soit pour une accession privée, etc. Il y a des quartiers qui rentrent dans la moyenne, en tout cas, ou même mieux que la moyenne, et même plus attractifs que les quartiers type classiques à côté. Et puis il y a des quartiers qui sont d'autant plus durs, ou des territoires d'autant plus durs. Moi je le dis sur le nord de la Seine-Saint-Denis, une partie de la Seine-Saint-Denis, aujourd'hui il y a des processus divers et variés, où, et malgré le fait que l'ANRU a eu des milliards d'euros, ils ont eu bien plus de milliards d'euros dans le 93 que moi dans le 94, et pour des processus qu'il faut décrypter, parce qu'il y a aussi le business de la propreté, vous allez donc à Sevran, etc. Et plein de raisons, c'est des quartiers qui s'enfoncent et qui continuent à s'enfoncer pour des raisons sécurité, questions sociales, questions de peuplement, etc. Donc ce qui se passe en fait avec la rénovation urbaine, c'est que l'efficacité elle est variable, les projets sont variables, les stratégies sont variables du point de vue des collectivités. Il y en a qui réintègrent et qui, je dirais même, viennent des endroits très positifs, et des endroits où, malgré la rénovation urbaine, ou à cause des fois, ça peut arriver, mais des fois malgré, des endroits qui continuent à s'enfoncer. Il faut y retourner. Je pense que derrière ça, il y a des situations type aménagement du territoire. Et là, je raisonne de région parisienne, mais
je le dis franchement, il y a des cas particuliers, il y a le cas marseillais, alors ça c'est vrai à la fois pour les grands quartiers sociaux, mais je dis bien que c'est vrai pour son ensemble de ville. Donc là, c'est plus un problème de la rénovation urbaine, c'est un problème de quelles sont les politiques menées par les territoires. C'est pas l'État qui est au pilote, parce que c'est les collectivités qui quand même décident, et l'État a du mal à faire quoi que ce soit, même à éviter que le centre-ville de Marseille. Donc il y a des situations de fragmentation qui fait qu'il y a des territoires qui traitent bien le problème et qui sont en plus en dynamique économique. Il y a des territoires qui traitent bien le problème mais qui sont en déprise économique, et donc ils compensent, mais c'est pas formidable, le Nord-Pas-de-Calais, on va dire. Et puis il y a des territoires où tout s'empire parce que en fait, les riches se barrent, ils décident et puis exploitent même la pauvreté, type Marseille, type moi je pense en 93 aujourd'hui, un énorme business pour des opérateurs sociaux, mais aussi dans le pavillon privé, où on découpe le logement, etc. Et dernière chose là-dessus, pour finir, sur le terme gentrification, je pense qu'on est dans la logique. La gentrification est, alors c'est un terme, je ne vais pas dire anglo-saxon tout ça, mais en tout cas en France, renvoie grosso modo à ce que cette histoire de la rénovation urbaine 58, en fait, grosso modo, on est sur un système français où on a une préférence pour le centre, où les classes riches sont au centre, et plus vous sortez du gradient, plus vous avez les pauvres. Je caricature, c'est à peu près vrai dans toutes les grandes villes, traditions villes européennes qu'on a faites, que je pense que la densification est vraie dans les grandes villes où on vient contaminer, alors c'est le 11e, le 19e, le 20e, et maintenant c'est Pantin, Montreuil, etc. Donc c'est ce processus-là. Je pense que derrière ça, il y a le problème du logement, et la crise du logement, c'est qu'en fait, ça veut dire que c'est des classes moyennes qui ont notamment des enfants qui veulent la pièce en plus, et qui, comme le prix du logement est trop cher, vont venir par défaut en fait habiter un peu plus loin. Et on en revient à cette question qui n'est pas du tout la question anglo-saxonne, qui ne se pose pas comme ça, parce que c'est plus en peau de léopard, du fait que le concept de gentrification est totalement lié non pas à la crise du logement, mais au renchérissement du budget logement dans les ménages, qui fait qu'aujourd'hui, on est à 25%, on est à un taux historiquement haut, et que tant qu'on ne posera pas la question du coût du logement, vous aurez ces processus-là de gens notamment qui veulent, notamment les familles qui s'agrandissent, se loger avec une pièce en plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'endroit où c'est un peu moins cher, c'est juste au-dessus, et c'est où il y a des quartiers populaires. Donc, je pense que la gentrification en France est synonyme de cette question de coût du logement cher, ce qui n'a rien à voir par exemple avec une situation qui avait rien à voir jusqu'à présent, qui est en train de commencer en Allemagne, qui est rattrapé par ces processus-là, mais qui en Allemagne, le logement était pas cher pour tout le monde, moins d'un an. Donc nous, on était au centre c'est plus cher et ça descend. Donc je pense que gentrification renvoie à ça, et donc renvoie moins à la rénovation urbaine qu'à ces processus-là de marché du logement et de rapport au centre. Je vous remercie pour vos propos. Je pense qu'on arrive un peu à la fin du débat. Donc je vais m'adresser à la salle si vous avez des questions aux intervenants, notamment. Une question sur n'importe quelle partie, propos évoqués, opinion aussi. Oui, si vous avez aussi un désaccord avec ce qui a été dit à un moment. Ma question, c'est pour madame. En fait, je voudrais que vous développiez un peu, quand vous avez parlé des techniques d'empowerment dans des modèles d'Afrique du Sud aux États-Unis, et comment est-ce que ces processus marchent avec leur contexte afin d'intégrer le citoyen dans le processus de rénovation et en gros les leçons à en tirer. Alors, je vais parler surtout d'une expérience que j'ai eue en Afrique du Sud, à Johannesburg, où j'ai aussi un terrain et j'ai eu l'occasion de participer à des tables rondes. Et j'étais vraiment frappée par la capacité des personnes qui étaient dans l'organisation de ces tables rondes à les organiser en amont. C'est-à-dire qu'ils avaient fait parvenir aux personnes qui devaient participer à la table ronde des questions très précises, comme vous avez fait, sauf que ces questions étaient très adaptées, dans le sens qu'il y avait autour de la table à la fois des personnes, voilà, comme des chercheurs, comme vous avez dit, des experts, mais
mais aussi des personnes de la société civile, des associatifs, voire tout simplement des commerçants. À chacune de ces personnes, on leur avait fait parvenir quelques questions qui étaient très adaptées. Ça voulait dire que ces personnes n'étaient jamais mises en défaut par rapport aux personnes qui on aime définir aujourd'hui avec un terme que je déteste, les sachants. Et donc, tout le monde était mis en possibilité de répondre. Et ce qui était très intéressant, c'était aussi la configuration de la salle. Là, c'est carrément à l'opposé d'ici. C'est typiquement une configuration, voilà, de sachant, un sachant, enfin, horrible, mais en moins qu'on arrive à casser ça quand même. Mais c'était, en effet, il y avait la table ronde, et c'était par cercle concentrique. Donc tout le monde était autour. Bien sûr, il y en avait qui étaient un peu devant, d'autres derrière, mais tout le monde était autour, quelque part. Et moi, j'étais impressionnée sur la capacité de ces personnes de prendre la parole, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler, de pouvoir... Voilà, premièrement. Donc ça me paraissait de manière... D'ailleurs, je le pris comme exemple pour faire des choses sur Strasbourg. Désormais, c'est très rare que je fasse des choses, par exemple, dans mon école d'architecture. Moi, souvent, je déplace dans des cadres associatifs. Je fais venir des chercheurs dans des cadres associatifs et on fait des choses vraiment ensemble avec les associations, mais pas dans des trucs institutionnels, où je fais mes cours, bien sûr, hein, mais c'est plutôt dans d'autres lieux que je préfère faire ces débats. Bon, et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'en effet, pour moi, c'est beaucoup plus difficile, plutôt que de répondre, c'est de savoir poser des questions et savoir donner la parole à l'autre. Ça, c'est très difficile. Et je pense que nous, en tant qu'enseignants, on doit apprendre à donner la parole, beaucoup plus que la prendre. Parce que c'est comme ça qu'on va développer la capacité critique dans nos étudiants. Et pour être italienne, en plus, j'ai fait mes études en Italie et dans des contextes où c'est moins pyramidal. La culture italienne est beaucoup plus une culture de la tchatch, voilà, beaucoup plus une question de l'oral plutôt que de l'écrit. Et donc, effectivement, j'étais habituée à autre chose. Quand je suis venue faire mon doctorat en France, enfin, même avant, voilà, pour la maîtrise, j'étais quand même choquée de la relation étudiant-enseignant. C'était très, très hiérarchique. Et moi, ça, j'essaye le plus possible de voilà, faire autrement. Au moins en partie, parce qu'on reste quand même enseignant. Mais voilà, c'est pour donner envie à l'étudiant d'être en relation avec nous, c'est savoir donner la parole. Je pense que c'est important. Et je l'ai trouvé beaucoup en Afrique du Sud. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais je voudrais savoir si ce sont les mêmes habitants qui vivent avant et après la rénovation. C'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'en fait, dans ces quartiers-là, vous avez à la fois des gens qui restent, il y a des gens qui partent, et il y a des gens qui arrivent. Mais c'est vrai, même s'il n'y avait pas eu de rénovation urbaine, hein, c'est des quartiers où on parle de l'histoire de taux de rotation, c'est qu'en fait, tout autre quartier où il y a du logement, vous avez ce qu'on appelle le système de la mobilité résidentielle. On a un quartier sur lequel vous n'agissez pas, vous avez, alors c'est très variable, 30% des gens qui sont là depuis 30 ans, on fait des enquêtes dans les logements sociaux, donc on sait. Pour vous donner un exemple, le taux de rotation français, c'est aujourd'hui, la moyenne, c'est les gens déménagent tous les 10 ans. Ça, c'est la moyenne de statistiques INSEE. Sauf que là-dedans, vous avez des gens qui restent et qui vont acheter, des personnes âgées qui vont depuis 50 ans, puis il y a des gens qui vont bouger 8 fois. Donc ça va après se territorialiser sur votre quartier. Alors, en logement social, la caractéristique du grand ensemble, c'est que c'est totalement contrôlé par la puissance publique. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir un logement dans cet immeuble-là, il faut passer par une commission, il faut rentrer des fiches, il faut etc. Donc, vous êtes totalement administré par le système sous vertu de situation sociale, genre de nécessité. Ce qui n'est pas pareil que dans un quartier où vous avez à la fois privé, où là c'est le marché, puis c'est le bailleur qui va choisir qui il veut. C'est ce que vous voyez avec les gens qui font la queue pour déposer leur dossier. Donc là, il y a une rotation qui est entre guillemets de marché, type incontrôlé, qui est, je dirais, de la société. Et puis quand vous avez un quartier, et c'est tout ça qui peut être intéressant, quand vous avez un quartier équilibré entre le logement social
et où il y a à la fois du logement social et du logement privé, vous avez les deux processus. Donc ça, c'est donc ça. Et donc la rotation, c'est des rotations, ça peut être des gens qui déménagent, ça peut être des gens qui décèdent, c'est ce qu'on appelle les parcours résidentiels. Il y a des gens, c'est un Italien qui a expliqué qu'en fait, un territoire, il y a des logements, il y a 5 millions de logements en Île-de-France, c'est 5 millions de cases. Et donc il y a des mouvements dans les cases qui sont liés à des processus de décision ou personnelles, ou liés aux décisions publiques, si c'est du logement social, ou de décision, si c'est la rénovation urbaine, on va démolir un tel immeuble. Donc ça, c'est des processus là-dessus. Et ce qui se joue, ce qu'il y a derrière l'histoire de, notamment ce qui était dit sur la distance sociale et proximité spatiale, c'est qu'est-ce qui fait qu'un quartier il évolue dans le sens d'une gentrification ou de plus de gens riches, plus de gens pauvres, etc. Et donc moi, c'est ce qu'on appelle les effets de quartier. Moi, j'ai beaucoup réfléchi en même temps que je travaillais sur cette question-là. Et dans les effets de quartier, je vais vous donner un exemple. Il y en a un qui est extrêmement puissant, qui est l'effet peuplement scolaire. C'est pas le peuplement, c'est comment l'école est à la fois habitée, on va dire, et comment surtout elle est aussi vue de l'extérieur, etc. Et la réputation de l'école. Donc, par exemple, dans les déterminants de gens pour se localiser, pour faire un choix de logement, on sait qu'il y a deux choses principales. C'est accessibilité, en tout cas en zone on va dire, urbaine, dans les grandes villes, c'est accessibilité de transport en commun, et rapport plutôt au centre, en tout cas pour ceux qui ont le choix, sont notamment, alors même ceux qui sont en logement sûr, mais c'est capacité à pouvoir se déplacer dans le reste de la ville, et l'autre c'est qualité du logement, qualité de l'école. Si par exemple vous avez des enfants, c'est la première chose qu'ils vont voir, c'est est-ce que c'est une école qui est, alors, que ce soit Z, pas Z, etc., mais est-ce que l'école est de bonne qualité? Alors, est-ce qu'elle est de bonne qualité ou est-ce qu'on nous dit qu'elle est de bonne qualité? Et le troisième facteur important, c'est sécurité et qualité résidentielle. Moi, je pense que la sécurité, je suis pour l'avoir. Dans tout ça, ces quartiers-là, ils ont un stock, entre guillemets, de gens, et je peux vous dire, on a souvent 3 populations. Il y a des gens, moi je suis dans des quartiers où vous avez des gens qui sont installés dans l'immeuble, à la construction de l'immeuble. C'est les années 60, les gens qui ont 80 ans aujourd'hui, et qui sont encore les premiers habitants. Vous avez 30% des populations, alors je vous l'appelle en les croissances qui varient, il y a 30% des populations qui sont des historiques, qui sont là depuis 20 ans, on va dire voilà, là-dessus. Et là-dedans, il y a 2 types de... Alors, il y a ceux qui sont les historiques, plutôt personnes âgées, puis il y a ceux qui sont là depuis les années 80 dans la crise, qui sont plutôt des gens qui sont un peu assignés à résidence, en tout cas qui n'ont pas de moyens de changer, en tout cas qu'ils soient contents ou pas contents. S'ils ne sont pas contents, de toute façon, le logement est suffisamment pas cher pour qu'ils n'aient pas d'autre choix que de rester là. On appelle des assignés à résidence. Vous avez un volant de gens qui évoluent comme le reste de la population et qui changent parce qu'ils vont en province, parce qu'ils se marient, etc. Et puis vous avez un volant des nouveaux arrivants. Et donc, ce qui est sûr, par construction, vu la crise sociale depuis les années 80, c'est que dans ces quartiers-là, si vous êtes à 100% de logement social, vous êtes forcément dans une logique de paupérisation. Parce que la société produit des pauvres. Donc si vous produisez des pauvres, ils vont majoritairement diriger vers le parc social. Et comme il y a des cadeaux, parce qu'il y a des systèmes pour que ces gens-là soient aussi logés. Donc, par construction, les quartiers d'habitat social concentrés ont plutôt un risque si on les laisse à 95% de logements sociaux, tant qu'on n'a pas une situation d'inversion de la paupérisation de la société, vous êtes sûr, par construction, qu'ils vont plutôt, y compris pour d'autres raisons, c'est que ces logements-là sont des logements à bas loyer, c'est un sujet qu'on a un peu abordé, qui est un sujet le plus difficile pour la nation urbaine, c'est quand on démolit pour que les locataires, si on leur donne du neuf, l'écart de prix, même dans le logement social, il peut aller de 1 à 2. Les logements par construction dans ces quartiers-là sont des logements à bas loyer, parce qu'ils sont amortis, qui ont été fixés il y a longtemps. Donc, y compris, on y met des gens pauvres, parce que même s'il y a la paix et tout ça, les gens auront un loyer moins important. Par contre, le logement neuf qu'on construit dans les quartiers centraux, il est 2 fois plus cher, et donc là, on va plutôt mettre des places moyennes. Il y a ce qu'on appelle des effets de parc. C'est beaucoup le problème du logement social, donc derrière le 100% de logement social, suivant la catégorie de logement social, alors PLAI, je ne vous passe les détails, vous avez des effets de concentration de population un peu mécanique. Et donc, une des questions, c'est par la programmation, si vous répartissez les programmes de façon plus variée entre très social, moins social, résidence, en plus on essaie de spécifier les résidences jeunes actifs, personnes âgées, ça, vous allez pouvoir avoir, en fait, dans votre territoire, un accueil d'une population qui est assez comparable à l'ensemble de la population. Et c'est ça qui, derrière, est un peu recherché. Il
il reste beaucoup de gens, et il y a des gens qui tournent, mais pour des raisons diverses et variées, qui ne sont pas que liées à la rénovation urbaine. Une autre question, du coup. Moi, je me demande comment s'élabore le périmètre d'une zone de renouvellement urbain, parce que je trouve qu'il y a une certaine question de justice derrière, dans le sens où parfois certains immeubles vont bénéficier vont faire partie du périmètre, alors que celui du trottoir d'en face n'en fera pas partie, et parfois c'est ce qui pose en collectivité des problèmes aussi. Comment est-ce qu'on fait finalement ces endroits, je pense. C'est un sujet terrible. Là, on est dans l'héritage de l'histoire des UP. En fait, la politique de la ville s'est construite pour réparer les UP, et donc, dès le départ, a construit une logique de zonage. Alors, ça a été d'abord il y a eu les quartiers HVS, après les quartiers DSQ, après il y a eu les quartiers GPU et GPV, après il y a eu les quartiers les US, les US, les ZRU, les ZFU, je passe les détails de tous ces cycles-là, et on a fait une politique de la ville qui était périmétrique. Moi, donc, la rénovation urbaine arrivant, après moi, dense, donc là, il y a un moment donné, il y avait pour vous donner un exemple, en 2003, il y avait 1400 US, je crois, au total, etc. Et nous, on a pris, c'était différents indicateurs avec les HLM, avec les villes, et la connaissance des statistiques, de concentration de l'habitat, etc. On a repéré, alors on avait 200 quartiers prioritaires, plus 300, on a traité 500 quartiers, il y avait les gros, il y en a qui ont tout fait. Hein. Vous avez Val-de-Bourg à Nîmes, ou la Castellane à Marseille, ou Grigny, ils ont fait tous les dispositifs, il y en a qui sont tellement gros, il y en a 200 qui sont des grands monolithes. Et après, il y a des centaines d'autres quartiers. Moi, donc ça, c'était la rénovation urbaine où on s'est intégré à la géographie prioritaire, ce sont des gens vieillissants, puis c'est la politique de la ville qui surplombe, donc s'il y a des dispositifs, s'il n'y a pas rien dedans, au moins il y a ce truc-là, mais au moins on cible les quartiers, en fait, les grands ghettos, les grands quartiers, alors on dira certains sujets stigmatisés, tout ça, mais en même temps, c'est quand même des quartiers qui étaient très lourds. Moi, j'ai espéré, quand la nuit est arrivée, ils ont raté la chose, que pour révolutionner la ville, et qu'ils sortent de ça, entendre qu'il y a des quartiers anciens, ce que je vous ai dit sur les quartiers qui sont... l'homogénéité des UP et du programme ZUP, elle s'est totalement transformée au bout de 30 ans de politique publique, que maintenant il y a des quartiers anciens qui se dégradent, il y a les copro-dégradés du quartier entier de Clichy-Montfermeil, pour vous donner un exemple, qui est un quartier connu. Et bien, je trouve que c'est même pas un quartier HLM, c'est un quartier que de copro-dégradés, pour une belle histoire d'aménagement du territoire qui ont fait ça. Et ce processus-là de différenciation qui ne sont plus liés à seulement d'ailleurs la question du 100% de logement social, le grand ensemble, et qu'il y a des milliers de dispositifs d'action publique, je ne vous parle des détails, mais de salaire. Donc moi j'ai espéré à un moment donné qu'on arrête avec le périmétrage, parce que le pire du périmétrage, pour vous dire, c'est la zone la ZFU, c'est la zone c'est la zone économique où en fait on donnait des avantages fiscaux gigantesques, des zones franches, voilà, franches. Donc, comme les emplois francs, le truc terrible qu'on est en train de faire qui s'appelle les emplois francs, alors là, vous comprenez, parce que sinon le maman va être content. Non mais c'est l'idée que les gens qui sont dans ces quartiers-là, ces relations, on est dans la pure stigmatisation, mais surtout on construit la stigmatisation, c'est en fait, c'est que dans les zones franches, pour vous dire, les entreprises devaient s'installer là parce qu'il fallait que pour embaucher les gens du quartier. Donc, en fait, vous assignez les gens non pas seulement à résidence, si vous ne pouvez plus à l'État, c'est que les seuls emplois qui ne vont plus valoir, c'est d'aller là. C'est un truc terrible, parce qu'en fait, les gens qui sont là, alors, quand vous êtes dans le quartier, vous n'avez pas destination à travailler dans le quartier, surtout dans ce quartier-là, c'est pas forcément génial. Vous avez intérêt à pouvoir avoir accès au maximum de choix d'emploi dans le reste de la ville. Maintenant, ils font les emplois francs qui sont grosso modo ce dispositif-là, mais vous êtes encore en train de catégoriser, de spécifier tout. Et car pour moi, je pense que le renouvellement urbain, encore plus la rénovation urbaine, nous aujourd'hui, vu les processus de transformation du bâti, des enjeux climatiques, écologiques, mais aussi thermiques, et de dégradation, et puis le fait que maintenant l'ensemble des logements vieillissent, je pense qu'il faut universaliser la stratégie de renouvellement urbain de l'ANRU. Et pour vous donner un exemple, il n'y a pas donc la démolition, elle est possible en ANRU, donc dans les quartiers en rue. Alors qu'il y a plein de quartiers où d'ailleurs, moi j'ai l'office d'ailleurs du 94 démoli ailleurs. Il n'y a même pas de politique publique du ministère du Logement sur la question. On bricole comme on bricolait avant. Enfin, autant nous on a des circulaires très précises, on a un système d'encadrement, autant dès qu'on est hors des quartiers, c'est des mers d'égout et on est dans le système en fait de type
où en fait même l'État a plus à contrôler, comme nous on contrôle le relogement un par un. Nous on est censé qu'il y ait un respect par le bailleur. Là, démerdez-vous, on ne veut pas le voir. Et donc en fait, l'État n'a plus de politique d'aménagement du territoire, mais n'a même pas de politique de renouvellement urbain. Avec la décentralisation, grosso modo, les collectivités font ce qu'elles veulent. Et donc, autant dans la rue, c'est très contrôlé, très suivi, et on est sûr que le locataire il a 3 choix, au moins 3 choix, et qu'il ne payera pas, etc. Autant quand c'est le bailleur avec les villes, et ben, je veux dire, et ça fait des problèmes pour les gens, mais surtout ça fait des quartiers ultra denses parce qu'il n'y a pas le pipeline financier dans la rue. Et c'est là où on fait des quartiers qui sont parfois trop denses et on fait des catastrophes et futures pour dégrader. Donc, moi, je suis pour plutôt finir des zones et plutôt avoir des politiques publiques d'intensité variable et avec un repérage avec les collectivités et arrêter le dispositif où il y a un périmètre. C'est un truc des années 70, quoi, et surtout qui est complètement semé. Du coup, ce débat prend fin. Je vous remercie, d'avoir participé à ce débat. Je pense que ça a été très intéressant justement d'avoir pu confronter deux avis, un avis plutôt scientifique, un avis plutôt basé sur une expérience opérationnelle. Et, pardon. Je vous corrige, moi j'étais sur le terrain dans la mise en un avis associatif aussi. Excusez-moi. À la fois un avis scientifique basé sur des expériences de terrain du coup et un avis basé sur une expérience opérationnelle. Et du coup, on a pu voir que la rénovation, on a pu aborder la rénovation urbaine sous ses différents angles. On a pu aborder la question des acteurs, comment elle s'inscrivait dans les politiques publiques, dans des cadres différents. On a pu aborder à la fois les impacts urbains, à la fois les impacts sociaux de la rénovation urbaine. Et du coup, on a pu voir qu'il s'agissait d'une opération un peu plus complexe qu'une simple opération d'urbanisme et d'aménagement du territoire.